Né avec la malédiction de la cécité, Kunon est un garçon qui n'a jamais vu le monde extérieur de toute sa vie. Il est le fils d'une riche famille noble, et pourtant, il n'a jamais pu profiter des joies, ni admirer la beauté que ce monde d'Isekai a à offrir. Un jour, il demande à l'un de ses majordomes ce que signifie le fait de pouvoir voir. Lorsqu'il apprend que la vue permet de percevoir les formes et les couleurs, son cœur s'alourdit encore davantage. La seule raison pour laquelle il est aveugle est l'existence de ce que l'on appelle la cicatrice du héros, une marque laissée sur lui par le chevalier sacré nommé Istor Uglia. Tout le monde éprouve de la pitié pour le pauvre Kunon, mais lui ne comprend pas pourquoi, et souhaite désespérément être traité comme l'égal des autres. Kunon est né avec un Watercrest, ce qui signifie qu'il possède une affinité naturelle avec la magie de l'eau. C'est pour cette raison que sa famille désigne Genie afin de lui enseigner la magie, mais Kunon ne comprend pas pourquoi quelqu'un comme lui devrait apprendre cet art. À ses yeux, même s'il parvenait un jour à utiliser la magie, cela ne servirait à rien, puisqu'il est littéralement incapable de se déplacer sans l'aide de sa servante. Malgré tout, il obéit aux ordres de sa famille et rencontre le maître Genie. Genie commence son enseignement avec un enthousiasme débordant, et peu de temps après, Kunon apprend le sort le plus élémentaire de tous, appelé Aori, qui permet de manifester une petite masse d'eau. Le plus triste, c'est qu'il ne sait même pas ce qui s'est produit après avoir lancé le sort. Genie lui explique donc patiemment le résultat, décrivant chaque détail visuel, même les plus infimes, afin qu'il puisse se représenter l'image dans son esprit. Au cours de son explication, Genie décrit par inadvertance la masse d'eau comme ayant la taille d'un globe oculaire, puis s'excuse aussitôt, craignant d'avoir offensé le pauvre enfant. Cependant, Kunon comprend autre chose à partir de cette comparaison. Il émet alors une hypothèse. Peut-être que, s'il apprend la magie, il deviendra un jour assez doué pour créer de véritables yeux capables de lui permettre de voir. Avec cet objectif nouvellement fixé, Kunon devient optimiste pour la première fois de sa vie. Même lorsqu'il mange, il vérifie soigneusement chaque ingrédient et tente de former dans son esprit une image de ce à quoi il pourrait ressembler. Le voir s'intéresser soudainement à la nourriture rend sa servante si heureuse qu'elle se met à cuisiner avec encore plus d'enthousiasme et de soin pour lui. Un jour, une autre enseignante nommée Flora est désignée comme lectrice pour Kunon. Rempli d'excitation, Kunon lui demande de lui lire des leçons d'histoire, et plus précisément l'histoire de Isterulia, le chevalier sacré responsable de sa cécité. Flora hésite, convaincue que ce récit pourrait être trop douloureux pour le pauvre Kunon, mais lorsqu'il l'assure qu'il ira bien, elle finit par accepter. Selon Madame Flora, il y a plusieurs centaines d'années eut lieu une guerre opposant les héros au roi démon. Ister Uglia fut choisi comme héros du pays de Kunon et parvint finalement à vaincre le roi démon, mais au prix terrible de la perte d'un bras et d'une jambe. On raconte que, dans son dernier souffle, le roi démon lança une malédiction sur Istor, et que depuis lors, nombre de ses descendants naquirent dans ce monde avec une partie de leur corps manquante. Certains perdaient un bras, d'autres une jambe, et dans le cas de Kunon, c'était la vue. Les gens donnèrent à ce phénomène étrange le nom de la cicatrice du héros. Les enfants nés avec la cicatrice du héros ne manifestaient pas nécessairement de pouvoir particulier, mais par compassion, les personnes autour d'eux les traitaient souvent avec un respect particulier. Après avoir appris cette histoire, Kunon eut d'abord beaucoup de mal à accepter qu'il soit né avec une telle malchance. Cependant, il finit par accepter la réalité et décida d'avancer avec ce qui lui avait été donné. Peu de temps après, il apprit à lancer plusieurs sphères d'eau en même temps et se trouva plus motivé que jamais à devenir un sorcier d'exception. Malheureusement pour lui, lancer des sorts magiques était extrêmement épuisant. Ainsi, même si son esprit restait totalement concentré, son corps finit par s'effondrer. Dans son état semi-évanoui, Kunon ne cessait de murmurer qu'il lui fallait davantage, beaucoup plus encore. Sa servante pensa d'abord qu'il réclamait plus de caresses, mais il se hâta de préciser qu'elle en avait déjà fait assez et qu'il parlait en réalité de son besoin accru de connaissance et d'endurance, deux éléments essentiels pour devenir un sorcier hors pair. La servante lui fit alors remarquer la raison pour laquelle il manquait tant d'endurance, en soulignant qu'il mangeait très peu. Comme Kunon n'avait que 7 ans, elle lui conseilla de manger davantage, l'assurant qu'en grandissant, il deviendrait fort et robuste. Kunon acquiesça et, avec l'aide de sa servante, décida d'augmenter ses portions de nourriture. Il remarqua également qu'il n'était incapable ni de courir,
ni même, au minimum, de marcher correctement. Il décida donc d'apprendre aussi l'art de l'épée, espérant que l'entraînement au sabre réduirait ses faiblesses physiques. La servante partit aussitôt en courant, pleine d'enthousiasme, pour demander au père de Cunon, le seigneur Gurion, de lui trouver un nouveau maître d'armes. C'est à ce moment-là que Cunon prononça pour la première fois le véritable prénom de sa servante, Iko, et la remercia du fond du cœur pour tout ce qu'elle faisait pour lui. Le lendemain, lorsque Jenny arriva au manoir de Cunon pour les leçons de magie, elle le trouva en plein entraînement d'escrime avec l'instructeur Huro. Après que celui-ci se fut excusé et retiré, Jenny s'approcha de Cunon, impressionnée par le fait qu'un enfant aussi jeune suive autant d'enseignements à la fois. Elle se souvient du premier jour où elle avait commencé à lui enseigner la magie. À l'époque, le garçon semblait sombre et sans vie, mais maintenant, un large sourire éclaire son visage, signe de tout le changement qui s'est produit en si peu de temps. Quoi qu'il en soit, Jenny lui demande s'il a besoin d'une petite pause, puisqu'il s'entraîne sans relâche depuis plusieurs heures, mais Cunon assure qu'il va parfaitement bien et se prépare pour ses leçons de magie. Sans plus attendre, Jenny commence son cours en demandant à Cunon s'il se souvient encore comment lancer le sort Aori. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que Cunon s'entraîne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle est donc visiblement stupéfaite lorsque Cunon fait apparaître sans effort une série de sphères d'eau en même temps. Cet exploit fait réaliser à Jenny que ce garçon est vraiment exceptionnel et qu'il peut sans aucun doute devenir le prochain grand sorcier de ce continent. Pendant ce temps, au château impérial, un serviteur royal entre dans la chambre de la princesse Mirica et l'informe que sa calèche est prête à l'extérieur. La calèche doit l'emmener voir son fiancé, mais Mirica déteste l'idée du mariage et refuse d'y aller. Elle croit que son fiancé ressent la même chose et révèle qu'il n'est autre que Cunon. Elle ne déteste pas forcément Cunon, mais sa morosité a toujours été pour elle un énorme point négatif. Malheureusement, elle n'a pas le choix, car c'est un ordre de son père, le roi. En chemin vers le manoir de Cunon, Mirica explique pourquoi son père a choisi ce jeune homme handicapé pour elle. Apparemment, Cunon est considéré comme une personne importante à cause de la cicatrice du héros, et afin de plaire au peuple du royaume, le roi a pris cette décision politique. Elle se souvient du premier jour où elle a rencontré Cunon. Elle était initialement ravie d'épouser quelqu'un de son âge et l'avait emmené dehors pour jouer ensemble. Mais lorsqu'elle lui demanda quel jeu il aimait, il répondit, le visage en pleurs, qu'il n'aimait rien et ne pouvait rien faire à cause de sa cécité. Mirica ne voulait pas devenir l'épouse de cet idiot sombre et ennuyeux. Mais, à sa grande surprise, cet idiot morose avait changé. Lorsque Cunon l'accueille avec le plus large sourire éclatant, elle se demande d'abord s'il n'est pas un imposteur ou quelque chose du genre. Elle se tourne vers la servante de Cunon, Iko, pour lui demander si c'est vraiment lui, et Iko hoche la tête, confirmant que c'est bien Cunon. La servante prend aussi un moment pour complimenter la princesse Mirica, en déclarant que si elle était un vieil homme avec des problèmes mentaux, elle l'aurait déjà arraché à Cunon. Mirica ignore le commentaire étrange d'Iko et demande à nouveau à Cunon de lui expliquer ce qui lui est arrivé. Cunon répond sincèrement, expliquant que sa vie a changé depuis le jour où il est tombé amoureux de la magie. Il fait apparaître un arc-en-ciel au-dessus de la tête de Mirica pour montrer ses compétences magiques. Cunon se rend compte qu'il a été un peu un idiot avec Mirica tout ce temps. Alors il s'excuse auprès d'elle, promettant de devenir une meilleure personne à partir de maintenant. Alors que Mirica accepte ses excuses, il prend sa main et lui propose de lui raconter toutes ses récentes expériences amusantes. Mirica accepte avec joie et passe la journée à s'amuser avec lui. À la fin de la journée, elle rentre dans sa calèche et commence déjà à ressentir son absence. Pendant ce temps, Cunon ne peut s'empêcher de repenser à la façon dont il a tenu la main de Mirica avec autant de naturel. Il souhaite se comporter comme un vrai gentleman devant la princesse Mirica, dans l'espoir de l'impressionner davantage. Il commence donc à suivre des leçons de bonne manière et d'étiquette auprès de Madame Flora. Iko a alors une idée malicieuse pour transformer Cunon en gentleman avec un sens de l'humour, et, étrangement, Flora accepte de jouer le jeu. De son côté, Miss Jenny se demande ce qu'elle enseignera à Cunon le lendemain. Il est capable de lancer 7 sphères d'eau en même temps, ce qu'elle ne peut pas faire malgré son statut de maîtresse. De plus, il a déjà maîtrisé tous les autres sorts de base qu'elle lui a enseignés, et elle abandonne, admettant qu'il n'y a plus rien à lui apprendre. Pendant un instant,
Elle se demande si elle ne devrait pas passer à l'étape suivante et lui enseigner des sorts intermédiaires, mais son travail est uniquement de lui apprendre la magie élémentaire. Elle prend également conscience qu'enseigner la magie intermédiaire à un enfant de 7 ans pourrait être dangereux et se demande donc quoi faire. Comme elle est payée à l'heure, elle ne peut pas simplement quitter son travail puisqu'elle doit payer de nombreuses factures. Elle se met donc au travail et commence à réfléchir à ce qu'elle enseignera à ce jeune prodige le lendemain. Le lendemain, elle se rend au manoir de Kunon et découvre que le caractère du garçon a encore changé. Elle fait de son mieux pour l'ignorer et se concentre sur l'enseignement des détails fins de sa magie, par exemple, comment modifier la température de ses sphères d'eau. Kunon essaie, et en modifiant les caractéristiques internes de l'eau, celle-ci prend le goût du jus de pomme. Après avoir vu cela, Genie reste complètement sans voix. Elle a passé toute la nuit à préparer une leçon d'une semaine pour lui enseigner l'altération magique, et pourtant, il comprend complètement la théorie en moins de 5 minutes et maîtrise la technique instantanément. Quoi qu'il en soit, Kunon est maintenant capable de ressentir les formes et les odeurs, ce qui lui permet de les altérer dans ses sorts. Cependant, il n'a toujours aucun concept des couleurs et ne peut donc pas encore créer un objet magique pleinement formé. Il décide alors que son prochain objectif sera de comprendre les couleurs et, de manière inattendue, il commence à les ressentir. Kunon se rend compte qu'il a été un peu un idiot avec Mirika tout ce temps. Alors il s'excuse auprès d'elle, promettant de devenir une meilleure personne à partir de maintenant. Alors que Mirika accepte ses excuses, il prend sa main et lui propose de lui raconter toutes ses récentes expériences amusantes. Mirika accepte avec joie et passe la journée à s'amuser avec lui. À la fin de la journée, elle rentre dans sa calèche et commence déjà à ressentir son absence. Pendant ce temps, Kunon ne peut s'empêcher de repenser à la façon dont il a tenu la main de Mirika avec autant de naturel. Il souhaite se comporter comme un vrai gentleman devant la princesse Mirika, dans l'espoir de l'impressionner davantage. Il commence donc à suivre des leçons de bonne manière et d'étiquette auprès de Madame Flora. Iko a alors une idée malicieuse pour transformer Kunon en gentleman avec un sens de l'humour, et, étrangement, Flora accepte de jouer le jeu. De son côté, Miss Jenny se demande ce qu'elle enseignera à Kunon le lendemain. Il est capable de lancer 7 sphères d'eau en même temps, ce qu'elle ne peut pas faire malgré son statut de maîtresse. De plus, il a déjà maîtrisé tous les autres sorts de base qu'elle lui a enseignés, et elle abandonne, admettant qu'il n'y a plus rien à lui apprendre. Pendant un instant, elle se demande si elle ne devrait pas passer à l'étape suivante et lui enseigner des sorts intermédiaires, mais son travail est uniquement de lui apprendre la magie élémentaire. Elle prend également conscience qu'enseigner la magie intermédiaire à un enfant de 7 ans pourrait être dangereux, et se demande donc quoi faire. Comme elle est payée à l'heure, elle ne peut pas simplement quitter son travail puisqu'elle doit payer de nombreuses factures. Elle se met donc au travail et commence à réfléchir à ce qu'elle enseignera à ce jeune prodige le lendemain. Le lendemain, elle se rend au manoir de Kunon et découvre que le caractère du garçon a encore changé. Elle fait de son mieux pour l'ignorer et se concentre sur l'enseignement des détails fins de sa magie, par exemple, comment modifier la température de ses sphères d'eau. Kunon essaie, et en modifiant les caractéristiques internes de l'eau, celle-ci prend le goût du jus de pomme. Après avoir vu cela, Genie reste complètement sans voix. Elle a passé toute la nuit à préparer une leçon d'une semaine pour lui enseigner l'altération magique, et pourtant, il comprend complètement la théorie en moins de 5 minutes et maîtrise la technique instantanément. Quoi qu'il en soit, Kunon est maintenant capable de ressentir les formes et les odeurs, ce qui lui permet de les altérer dans ses sorts. Cependant, il n'a toujours aucun concept des couleurs et ne peut donc pas encore créer un objet magique pleinement formé. Il décide alors que son prochain objectif sera de comprendre les couleurs et, de manière inattendue, il commence à les ressentir aussi. Dans un flashback, le frère de Kunon se souvient du jour où il avait voulu sortir jouer avec Gurion. Ce jour-là, Gurion s'inquiétait de son incapacité à voir, mais son frère le rassura en lui promettant qu'il tiendrait sa main pour qu'il ne tombe pas. Cependant, au moment où Kunon fit son deuxième pas, sa jambe glissa et son frère relâcha par erreur sa main, ce qui entraîna malheureusement la chute de Kunon. On pourrait penser que Kunon n'aurait plus autant confiance en son frère, mais sans aucun doute, celui-ci rassure Gurion qu'il tiendra Kunon et veillera à ce qu'il ne lui arrive rien. Pendant ce temps, Kunon est avec Iko, s'exerçant à sa magie comme d'habitude. Il pratique l'hydromancie, une magie utilisée pour retrouver des objets perdus. Iko le taquine en lui demandant de retrouver sa jeunesse,
et il lui répond qu'elle est déjà aussi joyeuse et jeune qu'il se doit, donc ce n'est pas nécessaire. Quand elle lui demande de trouver son futur mari, il lui rappelle qu'elle est une belle jeune fille et que plusieurs hommes se mettront en file pour elle. Il s'y intéresserait même s'il n'était pas noble. Leur conversation amusante est interrompue par l'arrivée de Lady Flora. Comme d'habitude, Lady Flora lui enseigne ce qu'il doit savoir. Soudain, elle semble troublée. Le jeune garçon a maintenant 9 ans et elle lui a appris plusieurs choses, y compris à être un gentleman. Elle se demande si elle ne se trompe pas et si elle aurait dû le former à être un homme plus jovial. Coonon remarque son trouble et lui demande à quoi elle pense. Elle observe combien il est mignon et adorable et se sent heureuse d'avoir participé à la création de ce jeune garçon si charmant. Plus tard, Iko emmène Coonon aux quartiers principaux ce soir-là. En chemin, elle a très froid et demande de l'aide à Coonon. Sans attendre, Coonon crée de l'eau chaude pour eux et elle la serre contre elle pour se réchauffer. L'eau est plus agréable que celle qu'il avait toujours préparée pour elle, et on peut lire dans son commentaire joyeux combien elle apprécie ce confort. Il aime ses compliments, mais affirme que ce n'est qu'un prototype. Elle avait vraiment besoin de quelque chose d'aussi chaud pour passer une bonne nuit, et il envisage de créer un lit pour elle avec la même densité. Il est très préoccupé par le fait que Gurion les ait appelés. Il se demande s'il a fait quelque chose de mal, mais Iko le rassure en lui disant que tout va bien et lui rappelle qu'il a appris grâce aux leçons de sang et qu'il n'a rien fait de mal. Alors qu'il s'éloigne, il lui rappelle que la seule raison pour laquelle il avait réalisé l'affaire du sang était parce qu'elle lui avait demandé de donner le maximum. Elle n'a pas non plus de haine envers cet acte, mais Gurion le déteste, donc leur avis n'a pas d'importance. Ils arrivent enfin au château et le serviteur les salue. Il mentionne son frère, Ixlo, et le reconnaît immédiatement. Il salue son frère et l'escorte jusqu'à la chambre de leurs parents. En chemin, Ixlo demande à Coonon s'il a besoin qu'on lui tienne la main, mais Coonon refuse, expliquant qu'il a grandi et qu'il comprend désormais son environnement. Il peut marcher seul. Ixlo repense au jour où il tenait Coonon par la main, et voir son frère grandir ainsi le remplit d'enthousiasme. Coonon remarque que son frère est plongé dans ses pensées et lui demande ce qu'il a, mais Ixlo assure que ce n'est rien. Ils arrivent dans la chambre de leurs parents et Gorion lui annonce ce que mademoiselle Flora lui a rapporté. Coonon a terminé l'intégralité des cours élémentaires, ce qui est vraiment remarquable. Cependant, il doit désormais fréquenter l'école des nobles. Gorion explique que tout noble doit y aller, car cela fait partie des exigences de leur rang. En raison de la condition particulière de Coonon, ils avaient obtenu la permission du roi de le former à domicile. Néanmoins, il serait désavantagé s'il ne se rendait jamais à l'école, et il devrait donc y réfléchir sérieusement. Coonon refuse catégoriquement. Il dit à son père qu'il n'en a pas envie et que, puisque ce n'est pas obligatoire, il ne veut pas y aller. Il se met à se demander si son père ne cherche qu'à le pousser dehors et lui demande s'il est en colère à cause de son argent de poche, puisque son père s'était toujours plaint qu'il dépensait trop. Gorion insiste sur le fait que ce n'est pas le cas et que c'est simplement nécessaire pour un noble. Coonon demande à nouveau si c'est à cause du dernier incident sanglant, mais Gorion assure que non. Sa mère et Ixlo tentent de calmer la situation, mais en vain. Lorsque Coonon se calme enfin, Gorion lui explique que les nobles qui ne vont pas à l'école sont toujours désavantagés et que sa fiancée, Mirica, serait regardée de travers s'il ne s'y rend pas. Finalement, Coonon change d'avis et accepte d'y aller. Gorion lui précise qu'il n'a pas besoin d'y aller longtemps. Il s'agit seulement de passer les examens. Il y a 4 examens au total, et il n'y assistera que 4 fois pour chacun d'eux. Mirica et Ixlo passeront également les examens. Ils iront donc ensemble. Sa mère est ravie qu'il accepte et commence immédiatement à le préparer pour l'école. Lorsqu'il sort avec elle, Gorion appelle Ixlo à part et lui rappelle que d'autres nobles, en voyant Mirica et Coonon ensemble, pourraient devenir jaloux. Ixlo rassure son père en lui promettant de les protéger et de rester à leur côté. Plus tard, Coonon retrouve Mirica et lui raconte la dernière mise à jour. Elle est ravie d'aller à l'école avec lui, mais il s'inquiète de la manière dont les nobles qui s'intéressent à elle se comporteront envers lui. Mirica n'a aucune inquiétude et lui dit de ne pas s'en faire. Cependant, cela le fait se demander si elle est populaire à l'école. Pour le rassurer, elle lui explique qu'elle est en effet populaire et que plusieurs garçons la courtisent, exactement autant que ses doigts, soit 5. Fort de cette confiance,
Kunon n'a désormais aucun problème à se rendre à l'école. Après avoir terminé tous les préparatifs, l'uniforme de Kunon est prêt. Il l'enfile et a désormais l'allure d'un véritable membre de la royauté. Iko le taquine comme à son habitude, et Kunon lui répond avec son esprit habituel, ce qui choque Ixlo, qui ne l'avait jamais vu aussi joyeux. Il monte dans la calèche et Kunon utilise sa magie de l'eau pour stabiliser les roues pendant le trajet, avant de faire ses adieux à ses parents. La calèche s'éloigne tandis que sa mère fond en larmes devant la maison. Pendant le trajet, Ixlo remarque la stabilité de la calèche et comprend que c'est grâce à la magie de Kunon. Voyant son frère ainsi, Kunon sait qu'Ixlo s'inquiétait pour lui et sa sécurité. Il le rassure en disant qu'il a grandi et qu'il est désormais confiant et qu'Ixlo n'a plus à s'inquiéter pour lui. Kunon se remémore le jour où il avait glissé et était tombé alors qu'Ixlo le tenait enfant. Il se souvient combien Ixlo s'était senti coupable et avait assumé la responsabilité de la chute. Kunon le rassure en lui disant qu'il sait désormais qu'il n'était pas fautif. Il confie à son frère qu'autrefois, il se sentait mal dans sa vie et voulait mourir. Mais aujourd'hui, il ne désire plus la mort. Il est résilient et fera tout pour vivre, même s'il devait être le dernier humain à disparaître. Ixlo est encouragé par la maturité de son petit frère. Il se demande maintenant si Kunon est vraiment son frère cadet ou s'il s'agit de son aîné. Il admet que Kunon a changé, se demandant si cela est dû à sa proximité avec Iko. Bientôt, ils approchent de l'école et c'est Kunon qui le remarque en premier. Il dit à Ixlo qu'ils sont arrivés, et ce dernier s'étonne de sa rapidité à le savoir. Kunon explique qu'il peut désormais ressentir la présence des humains autour de lui. À leur arrivée, Mirika vient les accueillir. Elle complimente Kunon pour sa tenue élégante et leur gaieté fait se demander à Ixlo pourquoi ils sont si joyeux. Alors que Mirika s'avance pour les guider à l'intérieur de l'école, Kunon recule. Il utilise sa magie pour analyser les sons et les sensations autour de lui et réalise qu'il y a plusieurs personnes sont présentes. Il sait que, si c'était son ancien lui, il aurait reculé et serait rentré chez lui. Mais avec son moi actuel, il ne recule jamais et ne sera jamais lâche. Il se tourne vers Mirika et lui demande l'honneur d'être la dame qui le conduira ce jour-là. Il lui demande de lui tenir la main et de le guider à l'intérieur de l'école, et Mirika accepte avec un sourire. Dans l'école, le professeur Cast, l'une des enseignantes, attend l'arrivée de Kunon. Elle est un peu troublée car elle sait que Kunon porte la cicatrice du héros et doute de sa capacité à prendre soin d'un enfant d'un tel rang, bien qu'elle ait reçu l'ordre de le guider dans l'école. Au milieu de ses pensées, elle entend les autres élèves femmes s'émerveiller devant la beauté de Kunon, n'ayant jamais vu un enfant aussi charmant. Sans prêter attention aux remarques des autres, Kunon et Mirika pénètrent dans la classe et passent devant Cast, qui les observe, émerveillée elle aussi. Elle revient à elle et s'avance immédiatement pour les rencontrer. Elle se présente comme la personne responsable de Kunon, et celui-ci la salue avec courtoisie. Il s'incline comme une dame et lui explique qu'il doit se comporter comme une belle dame pour cette journée. Cast ne comprend pas immédiatement, mais Kunon insiste. Bien qu'il soit biologiquement un garçon, il sera une femme ce jour-là. Elle est confuse, mais ne s'en préoccupe pas. Comme elle doit accompagner Kunon dans ses déplacements, ce dernier fait ses adieux à Mirika et à Ixlo, en espérant les revoir plus tard pour un repas. Quelques élèves les observent depuis le bâtiment voisin. Parmi eux se trouve le prince Lyle, le 6e prince du royaume et frère de Mirika, qui dirige le groupe. Ses amis, qui sont également ses subordonnés, parlent de Kunon. Il est le premier enfant né avec la cicatrice du héros depuis environ 100 ans et il bénéficie des bénédictions du roi. Ils se rendent rapidement compte que Lyle n'est pas à l'aise avec cette conversation, alors ils changent de sujet pour ne pas l'irriter. Cass conduit Kunon jusqu'à la salle de classe. Elle lui demande s'il a entendu parler de l'examen d'avancement, précisant qu'il y en a 5 à passer sur une longue période. Toutefois, elle a reçu l'ordre du roi et de Gurion que Kunon doive passer ces 5 examens en un court laps de temps. Kunon connaît bien cette situation et sait que c'est du favoritisme. Il explique à Cass que son père et le roi sont amis proches, ce qui explique cette exception. Mais il sait que c'est injuste et contraire à l'intégrité de l'école. Cass n'a aucun intérêt pour ces conversations politiques et lui ordonne simplement de passer son examen et de cesser de discuter. Mais Kunon ne s'arrête pas et continue de parler jusqu'à la fin de l'examen. Cass récupère ses copies pour les corriger et est stupéfaite.
Kunon a obtenu toutes les réponses correctes, sans aucune erreur. Kunon retrouve Mirika pour déjeuner, mais avant d'atteindre le restaurant, Lyle les rejoint. Il veut vérifier si Kunon bénéficie réellement de la bénédiction du roi. Mirika est embarrassée, et Kunon le remarque, sans savoir qui est ce garçon. Ixlo arrive également et tente de calmer Lyle, mais ce dernier continue de semer le trouble. Pour protéger sa fiancée, Kunon prend de l'eau dans un verre à proximité et la verse sur le pantalon de Lyle, donnant l'impression que Lyle s'est marié à son pantalon. Puis il attire l'attention de tous pour signaler que Lyle a marié son pantalon. Lyle nie l'incident, mais les preuves parlent d'elles-mêmes. Humilié et en colère, il s'éloigne avec ses amis. Mirika et Ixlo savent que Kunon est responsable. Ixlo le regarde avec suspicion, mais Kunon se contente de leur dire qu'il est temps d'aller manger. Pendant le repas, Kunon leur demande qui est Lyle et est choqué de découvrir qu'il s'agit de son futur beau-frère. Il se demande si les frères peuvent vraiment être méchants avec leur sœur, car son propre frère ne l'a jamais été. Il est surpris de découvrir qu'il existe des frères qui ne se soucient pas de leurs proches. Il est simplement reconnaissant qu'Ixlo soit son frère et qu'Ixlo prenne soin de lui. Ixlo, de son côté, est préoccupé par le fait qu'ils ont provoqué un personnage très influent, mais Mirika le rassure. Kunon est ainsi. Ixlo espère simplement qu'ils n'auront pas d'autres ennuis. Kunon semble passer un bon moment. Espérons simplement qu'il ne marchera pas. Pendant ce temps, Lyle est furieux contre Kunon et prépare sa vengeance. Il arpente les couloirs de l'école d'un pas menaçant, terrifiant les élèves sur son passage. Il n'épargne même pas les professeurs et ordonne à Cass de retourner en cuisine lorsqu'elle lui demande de faire moins de bruit dans les couloirs. De retour au réfectoire, Kunon demande à Mirika et Ixio ce qui ne va pas chez Lyle et pourquoi il ne cherche même pas à dissimuler sa haine. Mirika répond qu'il agit sans doute ainsi pour maintenir son statut, car il a peur qu'elle ne lui fasse de l'ombre un jour. Intrigué, Kunon s'intéresse alors à cette histoire de rang social, et Mirika lui explique que Lyle est le 6e prince, tandis qu'elle est la 9e princesse. Dans la hiérarchie habituelle, elle lui est donc inférieure. Cependant, puisqu'elle est fiancée à quelqu'un portant la cicatrice du héros, son statut social augmente rapidement, ce qui effraie Lyle. Mirika ajoute que, depuis que Kunon a fait ses débuts officiels dans la société, leur position à tous les deux dépasse désormais celle de Lyle, et que ce dernier est simplement désespéré à l'idée de devenir insignifiant. Kunon trouve toutes ces manœuvres politiques profondément ennuyeuses, et Mirika lui confie que, même s'il n'était ni magicien ni porteur de la cicatrice sacrée, elle serait quand même heureuse d'être fiancée à lui. Kunon use alors de son talent pour la flatterie et lui répond qu'il est lui aussi ravi d'être fiancé à elle, et que la prochaine fois qu'il verra son père, il s'agenouillera devant lui pour le remercier, même s'il n'a aucune intention de s'agenouiller devant un autre homme. Sur ce, il déclare qu'il devrait d'abord aller présenter ses excuses au prince Lyle pour ses actes. Mais Ixio comme Mirika lui disent de ne surtout pas y penser, affirmant que c'est une idée encore pire que de sortir avec une fille qui est toujours amie avec son ex. Peu après, vient l'heure de l'examen final de Kunon, et il s'entraîne à la magie avec Jen avant de passer l'épreuve. Comme d'habitude, il invoque une masse d'eau, et Jen lui demande d'en modifier la sensation aujourd'hui. Kunon utilise aussitôt son pouvoir pour la geler, et lorsque Jen la prend en main, elle dit que cela ressemble au toucher d'une pomme, ce qui est techniquement impossible, mais les spécialistes savent toujours ce qu'ils disent. Elle conseille alors à Kunon de toucher de nombreuses choses afin de comprendre leurs sensations, puis de s'en servir pour affiner davantage sa magie. Au lieu de profiter de cette occasion pour la toucher elle, ou simplement de l'herbe, Kunon se met à tripoter un cheval dès qu'il arrive à l'école. Ixio sort à ce moment-là et reste stupéfait en voyant le comportement suspect de son frère, mais décide finalement de le laisser faire à sa manière. C'est alors que Mirika arrive en courant pour les saluer, et Kunon se montre excessivement dramatique, déclarant que puisque c'est le dernier jour où il la voit à l'école, il a l'impression que le monde s'écroule autour de lui. Après cela, il entre à l'intérieur, où Cass lui annonce qu'il passera l'examen final en même temps que les autres élèves. La femme répondit qu'elle trouvait la situation plutôt amusante. Elle fit un commentaire sur la fête, et Constance, qui demanda qu'on l'appelle Connie par simple paresse de prononcer son nom en entier, lui répondit qu'elle pouvait tout à fait entrer et profiter de l'événement. La femme lui demanda si elle en était certaine, et Connie répondit qu'elle n'y voyait aucun inconvénient. Alors,
Sans la moindre hésitation, l'étrangère entra dans le manoir, ce à quoi Constance ne s'attendait pas. Elle la remercia simplement, restant confuse un instant, avant de reporter ses pensées sur quelque chose de bien plus important, son fiancé, qui semblait clairement impliqué avec Pamela. À ce moment-là, une jeune fille très timide s'approcha pour la féliciter de ses fiançailles. Constance la reconnut vaguement, car elle se promenait souvent en compagnie de Pamela. Elle s'appelait Brenda, et à cet instant précis, elle laissa tomber une fourchette. Connie l'avertit qu'il vaudrait mieux la ramasser avant que quelqu'un ne se blesse. Mais Pamela, qui observait la scène de loin, remarqua la nervosité de Brenda. La jeune fille, tremblante, expliqua qu'elle avait oublié son sac au 2e étage et demanda à Constance de tenir la fourchette pendant qu'elle allait le chercher. Connie accepta sans la moindre hésitation. Un garçon observait également la scène, et Constance lui rendit son sourire avec gentillesse, bien qu'elle ait remarqué un regard étrange qu'elle préféra ignorer. Soudain, Pamela surgit en criant, accompagnée de Brenda et de Nell, accusant Constance d'avoir commis un acte terrible. Pamela déclara qu'elle connaissait les difficultés financières de la famille Graille et affirma que Constance avait volé un accessoire précieux appartenant à Brenda. Les regards autour d'eux devinrent immédiatement soupçonneux. Constance ne comprenait pas ce qui était en train de se passer. Pamela l'accusa de jouer l'innocente et annonça que, pendant qu'elle se recoiffait, Brenda s'était fait voler son ornement. Elle demanda alors ce que Constance avait à dire pour sa défense. Un objet d'une telle valeur pouvait facilement tenter quelqu'un dans le besoin, et tout le monde connaissait la situation difficile de la famille Graille. Constance tenta d'expliquer qu'elle ne faisait que tenir l'objet à la demande de Brenda, mais elle fut interrompue lorsqu'on exigea qu'elle montre le contenu de son sac. Si elle était réellement innocente, il ne s'y trouverait rien. Lyle pense que tout le monde ici est pareil, et qu'ils doivent critiquer dans son dos, parce qu'ils n'ont pas le courage de lui dire les choses en face. Il serre les poings de rage, mais soudain, Cunon lui attrape la main, se présentant au prince. Il explique qu'il n'a pas eu l'occasion de le saluer correctement l'autre jour, mais qu'il tient vraiment à bien s'entendre avec son futur beau-frère. Toute la classe reste stupéfaite, car personne n'ose s'approcher de Lyle, à l'exception de quelques lèche-bottes. Pourtant, c'est la première fois que quelqu'un s'adresse à Lyle de cette manière, et il ne sait pas comment réagir. Cunon serre sa main avec vigueur, et Lyle n'arrive pas à se libérer, peu importe ses efforts. Il adopte un ton autoritaire et lui dit qu'il ne lui a jamais donné la permission de tenir sa main ou de lui parler. Cunon ignore complètement cette remarque et ajoute que Lyle a de vraies mains viriles et qu'il aimerait les avoir autour de son cou. C'en est trop pour Lyle, qui se tourne immédiatement vers Mirica pour lui demander ce qui ne va pas avec son futur mari. Au lieu de répondre, Mirica éclate de rire, car elle n'aurait jamais imaginé que Lyle puisse rougir ainsi. Lyle est encore plus embarrassé lorsque toute la classe se joint au rire de Mirica, et il se tourne vers Cunon en lui ordonnant de lâcher sa main. Cunon finit par le relâcher, et l'affaire se termine paisiblement. Cast commence l'examen, et, une fois terminé et les copies corrigées, elle annonce que tout le monde a réussi. Tout le monde est heureux d'entendre cela, et Cunon célèbre d'avoir obtenu son diplôme avec son frère et sa fiancée. Plus tard dans la soirée, il rentre chez lui en disant au revoir à tous. Tout le monde est triste de voir partir ce garçon excentrique mais charmant, et même Lyle semble avoir changé après avoir rencontré Cunon. Le lendemain, ses cours de magie avec Jen reprennent, et elle lui demande de créer un petit typhon. Cunon le crée, puis, sur ordre de Jen, le divise en 10 boules d'eau, les colore et en change la texture. Jen est satisfaite de l'exercice, mais Cunon veut en montrer davantage. Il explique qu'il a appris quelque chose de nouveau récemment et transforme alors une boule d'eau en un pigeon blanc qui vole comme un vrai. Jen tombe à genoux, réalisant que Cunon est désormais officiellement un sorcier bien plus doué qu'elle, et elle allait perdre son emploi de lui enseigner la magie. Elle décide de révéler cette vérité à Cunon pendant le thé et lui demande de se préparer mentalement, car elle a une nouvelle choquante à lui annoncer. Cunon renvoie Aiko avant de demander à Jen si elle est une déesse venue d'un autre monde pour l'enseigner, mais qu'elle doit maintenant retourner dans sa dimension divine. Jen trouve cette idée amusante, mais ne la prend pas trop au sérieux. Elle dit à Cunon qu'elle n'a plus rien à lui apprendre et qu'il est déjà meilleur qu'elle maintenant. Cunon se lève et explique qu'il ne veut pas la laisser partir, car les petites astuces qu'elle a inventées pour le garder occupé et prolonger son emploi lui ont permis de comprendre beaucoup plus sur la magie que n'importe quel cours normal. Plus encore, il lui est reconnaissant,
car c'est elle qui l'a inspiré à créer des yeux grâce à la magie. Il est désespéré de la garder comme professeur et propose d'augmenter son salaire. Mais Jen est honnête pour une fois et affirme qu'elle a été surpayée tout ce temps et qu'elle n'a maintenant plus de travail. Elle lui dit qu'il devrait trouver un professeur bien meilleur qu'elle pour continuer à étudier, mais il refuse. Il explique qu'il a tant progressé grâce à ses petites astuces et exige qu'elle continue à le tromper pour qu'il continue d'apprendre. Alors qu'il prononce ces mots, des animaux faits d'eau surgissent de partout et commencent à se blottir contre Jen, qui est désormais encore plus convaincue que son rôle dans la vie de Cunon est terminé. Sur ce, elle quitte la maison de Cunon et décide de devenir une meilleure sorcière, inspirée par le travail acharné et le dévouement de ses élèves. Peu de temps après, Aiko informe Cunon que même Flora a démissionné de son poste parce que le programme est terminé et que Cunon a terminé sa formation. Elle n'a pas attendu pour lui dire au revoir, de peur d'être trop émotive, et Cunon décide de lui écrire une lettre de remerciement. Aiko lui suggère de demander à Flora si elle a un beau serviteur dans son manoir, de plus d'1,80 m, car elle cherche un mari. Cunon demande à Aiko si elle envisage vraiment de quitter son travail et de se marier. Aiko confirme, disant qu'elle estime que Cunon peut parfaitement se débrouiller seule maintenant et qu'il est temps pour elle de se marier, car les occasions de rencontre sont limitées après cela. Pendant le dîner, Cunon raconte à ses parents que tous ses professeurs ont démissionné et que Jen lui a conseillé de trouver un magicien extraordinaire pour continuer son apprentissage. Ixio mentionne que le sorcier royal Zeo est récemment devenu très célèbre et que leur mère peut en témoigner. Cunon demande à son père de nommer Zeo comme son professeur, mais celui-ci lui explique que les choses ne fonctionnent pas ainsi. Il précise qu'il ne peut pas simplement appeler le sorcier royal pour qu'il vienne lui enseigner. Et Cunon réplique « Quel est l'intérêt d'être le meilleur ami du roi si on ne peut même pas obtenir ça ?» Le père de Cunon lui explique alors que seul le roi et les personnes directement autorisées par lui peuvent rencontrer les sorciers royaux, qui quittent rarement le château et ne voient pas les roturiers. Cunon comprend la situation, mais il a déjà une solution en tête. Il annonce à son père qu'il l'accompagnera au palais royal lors de sa prochaine visite au roi et qu'il s'y perdra exprès. Les sorciers royaux le trouveront et grâce à une sorte de protection scénaristique, il sera accepté comme leur élève. Le père de Cunon lui conseille d'arrêter de regarder autant d'animes et de dramas coréens, car dans la réalité, ça ne fonctionne pas comme ça. Il ajoute que son plan n'a aucune garantie de succès, mais Cunon reste confiant que cela lui permettra d'obtenir ce qu'il veut. Il demande alors l'aide de sa mère, et comme elle le favorise beaucoup, elle supplie son mari d'intervenir. Le père, étant sous son charme, accepte de parler au roi du problème, même s'il n'a pas beaucoup d'espoir que le plan réussisse. Quelques jours plus tard, un maître sorcier reçoit un dossier transmis par un autre sorcier de haut rang. Il est surpris d'apprendre qu'un apprenti sorcier cherche à devenir l'élève du sorcier royal Zeo. La jeune femme qui l'accompagne précise que le garçon semble talentueux et que la princesse Mirica est complètement amoureuse de lui. Le maître, lui, s'en moque et commence à lire attentivement le dossier de Cunon. Quelques jours passent et Cunon reçoit enfin une convocation du palais royal, lui demandant de se présenter devant le sorcier royal. Il monte dans une calèche aux côtés de son père, lequel semble plutôt satisfait de la tournure des événements. Cunon affirme que l'amitié entre le roi et son père doit être particulièrement profonde pour que ce dernier ait accepté une requête de ce genre. Mais son père lui répond que la véritable raison de cette rencontre est que le grand sorcier de la cour s'est montré extrêmement intéressé par Cunon et ses capacités, et qu'il souhaitait également le rencontrer personnellement. Il lui demande alors quel type de magie il est désormais capable d'utiliser. Cunon ne tarde pas à répondre. Il récite une incantation et crée une petite boule d'eau qui se transforme rapidement en un chat noir, lequel vient s'installer tranquillement sur ses genoux. Son père est stupéfait. Il affirme qu'il n'aurait jamais cru qu'un tel prodige soit possible grâce à la magie et commence à caresser le petit félin. Il est surpris de constater que le chat ne donne absolument pas l'impression d'être fait de magie ou d'eau. Il a la même texture qu'un chat ordinaire, comme ceux que l'on pourrait croiser dans la rue. Cunon lui explique qu'il n'a maîtrisé l'apparence des animaux que récemment, car auparavant, il ne parvenait à créer que des créatures entièrement transparentes. Cependant, depuis peu, il arrive à modifier leur couleur à sa guise. Son père continue de jouer joyeusement avec le chat
et Kunon lui demande alors s'il ne devrait pas adopter un vrai chat à la maison. Comme tout père typique, il refuse aussitôt, prétextant que ces animaux mettent le désordre partout et qu'il risquerait même de trébucher dessus et de se blesser. Par-dessus tout, il ajoute que la mère de Kunon préfère largement les chiens et qu'il n'a donc pas vraiment son mot à dire pour choisir un autre animal. Peu après, ils entrent dans la capitale et sont immédiatement accueillis par une jeune fille aux cheveux argentés nommée Rei, la seconde princesse du royaume et la sœur aînée de Miri. Kunon la salue chaleureusement, affirmant qu'il se sent extrêmement chanceux d'avoir une femme aussi belle qu'elle comme future belle-sœur. Son père se demande brièvement si son fils n'est pas un peu trop charmeur, mais décide de remettre cette réflexion à plus tard. Rei sourit et explique qu'elle a beaucoup entendu parler de Kunon par l'intermédiaire de sa petite sœur, et qu'elle aimerait beaucoup avoir une longue discussion avec lui. Elle remarque également le chat et leur demande s'il nécessite une alimentation particulière. Mais au moment où le père de Kunon repose l'animal au sol, Kunon interrompt son sort et le chat redevient instantanément une simple flaque d'eau. Rei comprend alors que Kunon est bien plus talentueux qu'elle ne l'imaginait, tandis que son père, lui, est attristé de ne pas avoir eu le temps de donner un nom au chat. Rei propose d'accompagner Kunon jusqu'à la Tour Noire, tandis que son père affirme qu'il ira, lui aussi, discuter un moment avec le roi avant de rentrer chez lui. Kunon lui dit de ne pas s'inquiéter pour lui, car après la Tour Noire, il compte rendre visite à Miri, et peut-être même l'inviter à un rendez-vous un peu chic. Son père lui souhaite de profiter pleinement de son séjour et lui promet d'organiser une calèche dès qu'il décidera de rentrer. Rei emmène alors Kunon vers la Tour Noire et, en chemin, lui demande s'il est à l'aise pour marcher ou s'il a besoin d'aide. Kunon lui répond qu'il va parfaitement bien, puis commence aussitôt à lui poser une avalanche de questions, au point de la déstabiliser. Il s'agit de questions d'un niveau digne de Stephen Hawking, appliquées à la magie. Elle lui avoue qu'elle ne peut pas tenir une discussion aussi avancée tout en marchant, puis lui demande s'il connaît le nombre d'enfants du roi actuel. Kunon n'y avait jamais vraiment réfléchi, alors Rei lui révèle que le roi est particulièrement prolifique. Il a engendré 7 princes et 10 princesses. Elle est la 2e princesse, tandis que Miri est la 9e. Plus encore, elle lui explique que ce royaume fonctionne d'une manière assez particulière en ce qui concerne la succession au trône. Ici, le pouvoir ne revient pas automatiquement au fils aîné après la mort du roi. Le pays suit un système de méritocratie, dans lequel tous les princes et princesses sont évalués en fonction de leurs compétences et de leurs mérites, lesquels varient selon leur talent et le degré de dévouement qu'ils accordent à un art précis. Ainsi, même le plus jeune prince ou la plus jeune princesse possède les mêmes chances d'accéder au trône, indépendamment de son âge. Rei ajoute qu'elle-même a déjà renoncé à son droit à la succession en choisissant de devenir mage, préférant consacrer sa vie à perfectionner ses capacités afin de devenir l'une des meilleures magiciennes du pays. Alors qu'ils traversent un long couloir, Kunon ressent soudain une étrange attraction qui le pousse à regarder par une fenêtre. Son regard se perd dans la direction d'une tour sombre, d'où il perçoit la présence de nombreuses entités magiques différentes. Peu après, Rei lui confie quelque chose de très important. Elle pense qu'il existe une faible possibilité qu'il soit entraîné inutilement dans les luttes liées à la succession au trône. Elle lui conseille donc de ne s'associer à aucune faction tant qu'il n'est pas certain de sa décision, et surtout de ne jamais prononcer de paroles qui pourraient être utilisées contre lui pour le discréditer. En échange de ces précieux conseils, Kunon décide de lui rendre l'appareil en lui montrant sa technique magique spéciale. Il gèle une fine couche d'eau sous leurs chaussures, créant une pellicule de glace qui leur permet... Rei adore l'idée et lui demande aussitôt de la laisser essayer. Kunon applique rapidement la magie sur elle aussi, et tous les deux se mettent à glisser dans les couloirs comme de véritables fous, tandis que les gardes tentent de les rattraper, incapables de laisser la princesse se blesser. Malheureusement pour les gardes, Rei et Kunon sont bien plus rapides et parviennent à leur échapper, du moins pendant un temps. Leur chance tourne toutefois lorsqu'un chevalier les aperçoit et se lance immédiatement à leur poursuite. Kunon demande s'il ne devrait pas s'arrêter, mais Rei s'amuse bien trop pour accepter. Elle lui répond qu'il devrait pouvoir distancer un simple chevalier. C'est là qu'il se trompe. Le chevalier finit par les rattraper et les entraîne dehors, dans le jardin, où ils reçoivent une bonne réprimande. Un peu plus tard, ils sont escortés jusqu'à la tour, où Kunon est présenté à Ek, le grand sorcier du royaume. Face à lui, Kunon se sent tout petit
et prend soudain conscience de l'immensité du monde. Il pensait jusque-là que la magie de Ray était impressionnante, mais comparée à celle d'Eck, elle paraît presque ordinaire. Esh semble évoluer à un tout autre niveau. Sans détour, il lui demande s'il est né avec un blason de l'eau. Koonon répond par l'affirmative, tout en avouant qu'il ne comprend pas vraiment ce que sont ces blasons. Esh lui explique alors qu'il existe 7 types de blasons que les mages peuvent porter, chacun correspondant à une affinité magique. Le feu, l'eau, la terre, le vent, la lumière, les ténèbres et la corruption. De plus, chaque blason possède un rang exprimé en étoiles, allant de 1 à 5. Avec ces 2 étoiles, Koonon se situe donc dans une catégorie plutôt commune. Ray précise alors qu'elle-même est une mage du vent à 2 étoiles. Koonon comprend immédiatement et explique qu'il le ressent presque instinctivement. Lui et Ray sont comme du fromage industriel américain, tandis qu'Eck ressemble à une meule artisanale de parmesan longuement affinée. Eck acquiesce, trouvant la comparaison étonnamment juste, puis révèle qu'il est en réalité un mage à 4 étoiles. Aussitôt après, Eck les conduit au terrain d'entraînement situé en contrebas et annonce à Koonon qu'il va lui faire passer un petit test afin d'évaluer l'étendue de ses capacités magiques. Koonon se sent légèrement intimidé. Il se demande si réussir cette épreuve pourrait lui valoir l'attention d'un mage royal prêt à devenir son mentor. Mais il n'a guère le temps de s'attarder sur ses pensées. Azitch fait aussitôt appeler un élève plus âgé, lui aussi mage royal, et lui ordonne de faire une démonstration de sa magie de l'eau. Le mage entonne son incantation et, en un instant, une multitude de gouttelettes d'eau magiques apparaissent dans l'air, dessinant une structure lumineuse et élégante. Azitch se tourne alors vers Koonon et lui demande de vaincre la magie du garçon avec la sienne. Koonon repense aux enseignements de Jen, qui lui répétait souvent qu'un mage de l'eau ne se contente pas de créer de l'eau, mais peut aussi manipuler celle déjà présente dans son environnement. Jusqu'à présent, cela ne lui avait jamais posé de problème. Cependant, il n'avait encore jamais essayé de prendre le contrôle de l'eau créée par un autre mage. Il comprend alors qu'Azitch vient de lui imposer, sans effort apparent, une épreuve à laquelle ni lui ni Jen n'avaient jamais vraiment réfléchi. Et désormais, il va devoir s'adapter sur le moment. Il décide tout de même de tenter sa chance et essaie aussitôt d'arracher le contrôle des gouttelettes au mage aux cheveux argentés. Au début, il pense que cela pourrait fonctionner. Mais il se heurte rapidement à une résistance inattendue. Les gouttelettes d'eau se rebellent, solidement maintenues par la magie de leur créateur, qui les contrôle sans la moindre difficulté. Azitch observe la scène avec un vif intérêt, curieux de voir jusqu'où Koonon ira. Et Koonon n'est pas du genre à abandonner facilement. Il mobilise toute son énergie et dépense l'intégralité de son endurance pour tenter de prendre le dessus. À la surprise générale, il parvient à s'emparer de 2 sphères d'eau, les arrachant au contrôle du mage pourtant bien plus expérimenté, avant qu'Azitch ne mette fin à l'épreuve. Koonon s'effondre à genoux, haletant. Le mage aux cheveux argentés admet alors honnêtement qu'il n'aurait jamais imaginé qu'un simple garçon puisse lui voler 2 de ses sphères d'eau. Il se tourne ensuite vers Azitch et affirme qu'il serait prêt à prendre Koonon sous son aile. Aussitôt, les autres mages présents interviennent à leur tour, déclarant qu'eux aussi souhaiteraient avoir Koonon comme élève. Azitch leur ordonne de se taire. Il veut d'abord voir ce dont Koonon est réellement capable. Il lui demande alors de créer quelque chose qu'il a déjà en tête. Sans hésiter, Koonon utilise sa magie de l'eau pour former un trampoline. Azitch monte aussitôt dessus et se met à bondir avec un enthousiasme presque enfantin, visiblement ravi. Les autres mages font la queue, impatients d'essayer à leur tour, désireux de comprendre le fonctionnement de cette création et de savoir s'ils pourraient se la reproduire. Azitch, cependant, s'adresse de nouveau à Koonon et lui demande de passer la nuit au château, afin d'observer plus en détail l'étendue de ses capacités. Koonon lui répond avec regret que cela lui est impossible. Il a un rendez-vous avec Miri et il compte bien l'emmener dîner. À ce moment-là, Ray lui demande s'il est capable de créer d'autres animaux grâce à sa magie, ou même des humains. Koonon lui répond qu'il peut faire les 2, puis il crée aussitôt une poupée humaine faite de magie de l'eau, prenant l'apparence de sa femme de chambre. La création n'est cependant pas encore parfaite, la servante apparaît légèrement translucide. De plus, Koonon n'a pas encore totalement maîtrisé les mouvements de ses poupées, ce qui reste un problème pour le moment. Le mage aux cheveux argentés lui demande alors si les poupées peuvent effectuer des actions,
et Kunon leur raconte la fois où il a tenté de les faire voler. L'expérience n'avait pas été très bien accueillie, car la poupée avait l'air ridicule en plein vol. Ek s'y intéresse immédiatement, et Kunon se voit contraint de faire une démonstration. Il commence à jouer avec la poupée, la faisant monter et descendre dans les airs à plusieurs reprises, ce qui effraie la moitié des habitants du château. Il se fait encore une fois réprimander, et tout le monde est forcé de présenter ses excuses. Peu après, le soleil se couche et Ek annonce à Kunon qu'il a brillamment réussi les épreuves. Il lui promet de lui assigner personnellement un sorcier, afin qu'il puisse apprendre à mieux maîtriser sa magie. Kunon est fou de joie et va l'annoncer à son père, qui, au contraire, est furieux. Ayant déjà reçu 2 plaintes au sujet de son fils en l'espace de quelques heures, il le réprimande sévèrement pour son usage irresponsable de la magie. Peu après, son père repart vers leur manoir, laissant Kunon seul avec Ray. Cette dernière réalise alors que Kunon doit absolument rejoindre Miri, sous peine d'arriver en retard pour le dîner. Ray lui explique qu'ils doivent utiliser leur magie pour la rejoindre à temps. Ils décident donc de tenter une petite expérience. Kunon crée une bulle d'eau, tandis que Ray utilise sa magie du vent pour les propulser en avant, à la manière du tapis volant d'Aladin. Ils s'élèvent dans le ciel et atteignent les abords des appartements de Miri en un rien de temps. Malheureusement, Ray oublie de réduire progressivement sa magie et l'interrompt brutalement, ce qui les fait chuter. Ils se font alors attraper pour la 3e fois de la journée par le chevalier Dario, particulièrement agacé, qui leur inflige une nouvelle et longue leçon de morale, tandis que Miri attend son prince charmant, vêtu de sa robe. Mirika commence elle aussi à paniquer en attendant Kunon. Elle fait les 100 pas dans sa chambre, se demandant si son futur époux viendra seulement ou non. La servante tente de la calmer, affirmant que Kunon a dû rester trop longtemps à l'académie et que c'est pour cela qu'il pourrait être en retard. Heureusement, peu après, elles entendent frapper à la porte et la servante trouve l'un des gardes qui l'attend pour lui annoncer que Kunon est arrivé et qu'il attend la princesse à l'extérieur. La servante se retourne alors et découvre immédiatement Mirika assise sur le canapé, en train de siroter une boisson coûteuse, comme si elle n'avait pas été en train de paniquer et de courir dans toute la pièce quelques instants plus tôt. Avant même qu'elle ait pu finir sa phrase, Mirika était déjà sortie de la chambre, marchant d'un pas vif vers son fiancé qui l'attendait. Elle trouve Kunon qui l'attend au pied de l'escalier, et il s'excuse aussitôt de son retard avant d'essayer de la séduire, affirmant que la lune est magnifique ce soir, même s'il est complètement aveugle. Il demande la main de Mirika, qu'elle lui offre gracieusement, et il la guide aussitôt jusqu'à sa calèche pour l'emmener dans un restaurant 3 étoiles Michelin de Gordon Ramsay. Ils entrent dans le restaurant gastronomique et se voient immédiatement proposer une eau pétillante très coûteuse. Mais ils ne sont pas fauchés comme toi, alors ils peuvent se permettre de boire tout ce qu'ils veulent. Ils commencent tous les deux à boire, pendant que la servante de Mirika remarque l'allure distinguée et le comportement de gentleman que Kunon affiche dans la manière dont il se tient. Mirika engage la conversation et lui demande s'il a eu l'occasion de visiter la tour noire aujourd'hui. Kunon répond avec enthousiasme, révélant qu'il a eu la chance de rencontrer sa sœur aînée plus tôt dans la journée et affirmant que chaque mage qu'il a vu dans la tour était incroyablement impressionnant, y compris la seconde princesse, Ray. Il lui raconte également qu'il a réussi l'examen de mage, mais qu'il n'a aucune idée de qui sera son professeur. Kunon continue de flirter avec la princesse, qui semble profiter de sa soirée, même si sa servante pense qu'il est plutôt gênant. Mais bon, l'amour de jeunesse et tout ça, alors peu importe. Une fois le dîner terminé, Kunon prend Mirika par surprise en lui attrapant le bras et en lui disant que, même si pour le moment ces dîners occasionnels sont le mieux qu'il puisse lui offrir, une fois marié, chaque nuit ressemblera à celle-ci. Cela surprend même la servante, qui a regardé beaucoup trop de vidéos BookTok et se dit que Kunon n'est peut-être pas si gênant que ça finalement. Mirika parvient à maîtriser ses émotions à ce moment-là, restant parfaitement élégante, mais dès l'instant où elle retourne dans sa chambre, elle se met à rire toute seule, comme une petite fille pleine de joie, en repensant à toutes les choses que Kunon lui a promises. Quelques jours passent et Kunon retourne dans son manoir. Il s'assoit dans son bureau pour rédiger un rapport lorsqu'il est interpellé par Aiko, qui lavait du linge et lui demande s'il peut l'aider. Kunon utilise immédiatement une variante de sa magie de l'eau et crée aussitôt une grande quantité d'eau mousseuse qui emporte facilement toute la saleté et la crasse. Aiko le remercie pour son aide, mais Kunon lui répond qu'il essayait de terminer un rapport,
qui va maintenant être retardé. Aiko lui dit d'arrêter d'être un loser et de s'enfermer dans ses pièces à étudier comme un intello. Kunon réplique qu'il veut simplement finir son rapport pendant que tout est encore frais dans son esprit. Aiko lui répond qu'être un intello ne lui fera pas attirer les filles et que s'il ne passe pas du temps au soleil à jouer et à respirer l'air frais, sa croissance en sera affectée. Kunon réalise alors la dure vérité. Les filles aimeront toujours les hommes grands. Mais Aiko lui promet qu'elle l'aimera quoi qu'il arrive, peu importe sa taille, tant qu'il a un gros package. Sur ce, il s'assoit à l'ombre du linge en train de sécher, et Kunon lui demande s'ils ont reçu une réponse de la Tour Noire, puisqu'il semble qu'il n'ait toujours pas décidé qui deviendra son professeur. Ses souhaits semblent se réaliser, car quelques jours plus tard, une lettre lui parvient. Il s'avère que le maître sorcier Zéo, d'une beauté presque diabolique, a été désigné comme son nouveau tuteur. Kunon ne sait pas vraiment quoi penser de cet homme, puisqu'il n'en a entendu parler que par sa mère, mais Aiko, elle, devient complètement folle, affirmant que Zéo est l'homme le plus beau du continent. Elle commence à s'inquiéter de perdre du poids et de se faire coiffer pour être à son avantage, au cas où Zéo poserait les yeux sur elle. De retour au château, Rei vient voir Mirika et lui annonce que Zéo a été choisi comme nouveau tuteur de Kunon. Mirika semble enthousiaste à cette idée, car cela signifie que Kunon apprendra auprès du meilleur sorcier. Rei, en revanche, soupire, affirmant qu'elle aurait vraiment voulu être la professeure de Kunon, puisqu'il était très amusant et aurait fait un élève intéressant. En traversant le couloir, Mirika aperçoit deux de ses demi-sœurs aînées, Eve et Lydia, qui la regardent en ricanant. Heureusement, Rei est avec elle, ce qui lui donne un peu de confiance, mais Eve intervient aussitôt, affirmant qu'elles ont beaucoup entendu parler de son fiancé, Kunon. Elle plaisante en disant qu'ils ne sont pas encore mariés, seulement fiancés, ce qui signifie techniquement qu'il peut encore tomber amoureux et épouser n'importe quelle autre princesse s'il le souhaite. Ces paroles rendent Mirika anxieuse, mais Rei prend la parole, affirmant que toutes les deux sont éclatées au sol et qu'il ne les regarderait même pas s'il avait une paire d'yeux parfaitement fonctionnelle. Les deux filles rougissent de colère et passent devant elle en trombe, déclarant que Rei devrait s'occuper de ses affaires et se comporter davantage comme une princesse, puisqu'elle s'est déjà fait réprimander 3 fois par un chevalier. De retour au manoir de Kunon, celui-ci boit du thé aux côtés d'Aiko, tout en se demandant quel genre de personne est réellement son professeur. Pendant ce temps, Aiko rougit déjà, rien qu'en pensant à Zéo et au fait qu'elle pourra le voir de près. Soudain, une calèche s'arrête devant la porte et Mirika en descend. Kunon est surpris de la voir arriver à l'improviste à cette heure-là, mais il commence aussitôt à essayer de la séduire, affirmant qu'il doit se préparer mentalement pour être en présence d'une femme aussi belle qu'elle. Sans qu'il le sache, Zéo se trouve également à l'intérieur de la calèche et écoute toutes ces conneries gênantes, en se demandant pourquoi diable il est mêlé à tout ça. Kunon n'en a toujours aucune idée et continue de parler de façon maladroite, affirmant qu'il est sûr que Mirika a changé de savon. Mais quand j'ai dit ça à mon collègue, j'ai reçu une lettre des ressources humaines. Zéo décide finalement de sortir de la calèche et Kunon ressent immédiatement une présence différente autour de lui. Il comprend que cela ne peut être que Zéo, et tandis qu'Aiko panique intérieurement, Kunon ne peut s'empêcher de penser à quel point Zéo doit être puissant, puisqu'il peut littéralement sentir la densité de son aura magique. Kunon réalise aussitôt que cet homme est bien plus fort que tous les mages qu'il a vus à la Tour Noire, et peut-être même plus fort que le grand maître lui-même. Mirika remarque l'expression sur le visage de Kunon et lui demande immédiatement si quelque chose ne va pas. Mais Kunon l'ignore et salue Zéo avant de se présenter. Zéo affirme qu'il s'en fiche complètement et précise clairement qu'il déteste les brats. Kunon se demande comment un mage peut être aussi vulgaire, tout en trouvant ça étrangement attirant à cause de son cerveau. Zéo déclare franchement qu'il n'a pas choisi de devenir son tuteur et que ce poste lui a pratiquement été imposé par le grand maître. Kunon ne s'en soucie pas vraiment et se contente de répondre qu'ils sont tous prisonniers des rênes de la politique et de la hiérarchie et qu'ils n'y peuvent donc rien. Dario se présente alors officiellement en tant que garde de Mirika, tandis que Kunon lui présente ses excuses pour le vacarme qu'il a provoqué l'autre jour. Ils s'installent bientôt tous pour boire du thé, ce qui devient vite une corvée pour Zéo, incapable de supporter les échanges sirupeux entre la princesse Mirika et Kunon, qui ne cessent de se draguer mutuellement. Finalement, Zéo intervient et leur ordonne de se calmer, précisant qu'il est là pour parler de magie,
pas pour écouter des dialogues gnangnang entre deux préadolescents. Zeo décide alors de s'amuser un peu avec Kunon et de le taquiner, en lui demandant s'il sait quelque chose sur la magie composite. Kunon répond que la magie composite est un type particulier de magie avancée, dans lequel le lanceur utilise plusieurs sorts différents en même temps. Zeo sourit et lui demande combien de sorts il est capable d'utiliser simultanément, mais rien n'aurait pu le préparer à la réponse qu'il reçoit lorsque Kunon affirme qu'il peut en utiliser 31 à la fois et monter jusqu'à 32, même s'il échoue parfois à ce niveau-là. Zeo est sincèrement impressionné et répond que, pour sa part, il peut aller jusqu'à 50 sorts, ce qui surprend Kunon, qui ne pensait pas que quelqu'un puisse être assez doué pour manier autant de sorts en même temps. Zeo demande alors à Kunon comment il a réussi à dépasser le cap des 20 sorts, là où presque tout le monde échoue. Kunon répond simplement qu'il a regroupé plusieurs sorts et les a empilés les uns sur les autres. Zeo semble impressionné, car il ne pensait pas que beaucoup de personnes seraient capables de comprendre cela par elles-mêmes. Il comprend rapidement pourquoi tant d'autres mages lui en ont voulu d'avoir obtenu le droit d'enseigner à Kunon, alors qu'eux-mêmes n'en ont pas eu l'occasion, malgré le fait que ce soit eux qui les aient accueillis à la Tour Noire. À l'époque, il ne comprenait pas vraiment pourquoi c'était si important, même s'il lui avait dit que Kunon était particulièrement intéressant. Mais même eux n'ont probablement aucune idée du talent exceptionnel qu'est réellement Kunon. Zeo finit par s'impliquer davantage, se lève de son siège et demande à Kunon de montrer ce qu'il sait faire, précisant qu'il n'a aucune envie de perdre son temps avec quelqu'un qui ne fait que parler sans être capable de prouver, fidèle au ton et au style d'origine. Il lui dit de se montrer humble et de le supplier de devenir son maître. Mirika pense immédiatement que Kunon ne ferait jamais une chose pareille, mais elle se trompe complètement, car il s'effondre comme un jeu de cartes, appelant Zeo le meilleur sorcier du monde, expliquant à quel point il sent bon et comment même un garçon hétéro comme lui peut tomber pour un mage dangereux comme lui. Zeo commence à être mal à l'aise face à ce phénomène et lui ordonne de se calmer avant d'utiliser l'un de ses sorts pour créer un mur fait de terre. Il dit à Kunon d'essayer de détruire le mur s'il le peut, en utilisant toutes les méthodes qu'il souhaite. Avant que Kunon ne commence, Zeo lui demande de lui fabriquer un lido, dont il a tellement entendu parler. Kunon utilise immédiatement sa magie pour créer le lido, sur lequel Zeo annonce qu'il va s'asseoir pour observer. Mais dès qu'il touche le lit, il est transporté dans un autre monde, réalisant à quel point il est moelleux, et finit par s'endormir immédiatement. Pendant ce temps, Kunon inspecte le mur et constate que, bien qu'il semble très simple, il renferme un sort magique extrêmement dense à l'intérieur, le rendant pratiquement indestructible. Il découvre également que Zeo a combiné son sort plus de 40 fois pour le rendre encore plus puissant, mais cela ne le tracasse pas. En fait, il s'assoit tranquillement avec la princesse pour prendre le thé, affirmant qu'il devrait attendre que Zeo se réveille, puis qu'il s'occupera du mur. 2 heures passent et Zeo se réveille pour constater que le soleil se couche à l'horizon et que son mur tient toujours debout. Il demande à Kunon s'il a abandonné, mais Kunon répond qu'il attendait, et maintenant que Zeo est réveillé, il peut s'occuper du mur. Kunon s'avance vers le mur et utilise son eau détergente, qui lave lentement la terre. Zeo sourit en réalisant qu'au lieu de forcer le passage avec une déferlante d'eau comme l'aurais-je fait d'autres, il a choisi la solution la plus intelligente. Voyant cela, il décide d'accepter officiellement Kunon comme son élève et lui annonce qu'à partir de demain, il l'assistera dans toutes ses expériences. Le lendemain, Zeo arrive de nouveau accompagné de la princesse Mirika et interpelle immédiatement Kunon, affirmant qu'il est le garçon le plus chanceux du monde, puisqu'il a le privilège d'être formé par le meilleur mage de tout le royaume. Kunon, désormais expert en flatterie, commence aussitôt à brosser Zeo dans le sens du poil, déclarant qu'il est effectivement l'homme le plus chanceux du monde d'être entraîné par le plus bel homme du royaume. Zeo semble satisfait et sourit, précisant que le travail du jour sera difficile et que Kunon ne doit pas s'attendre à ce qu'il soit indulgent. Kunon se met alors à jouer la comédie comme dans un feuilleton dramatique, se tenant la tête et affirmant que si Zeo se montrait indulgent avec lui, il penserait simplement qu'il ne l'aime plus. Un peu mal à l'aise face à ce petit pervers, Zeo lui dit de se calmer et de garder ses pensées pour lui, puis l'emmène à l'intérieur.
Cependant, une fois dans la pièce, l'enthousiasme de Kunon retombe aussitôt lorsqu'il comprend que la tâche du jour consiste à retranscrire les notes de Zéo en documents officiels, bien rédigés et à l'écriture soignée. Kunon sait très bien qu'il s'agit en réalité du travail de Zéo, trop paresseux pour s'en charger lui-même, et qu'il le lui impose. Lui qui était pourtant si enthousiaste à l'idée d'apprendre de nouvelles formes de magie aujourd'hui, n'a malheureusement pas le choix et accepte la tâche. Zéo se tourne alors vers le reste du groupe et leur ordonne de déguerpir, expliquant que les documents présents ici sont des secrets d'État que personne d'autre que lui n'a le droit de lire. Kunon s'excuse auprès de Mirika et lui promet de terminer le travail rapidement afin de la rejoindre. Mirika sourit et quitte la pièce avec les autres. Une fois seul, Zéo se tourne vers Kunon et lui demande de recréer le lit d'eau qu'il avait fabriqué la veille. Kunon utilise aussitôt sa magie et crée un lit d'eau confortable et bien chaud. Sans dire un mot, Zéo s'y laisse tomber et s'endort profondément. Kunon pousse un soupir et se met au travail, tandis que Mirika emmène Aiko à l'écart, sous le gazebo à l'extérieur, pour lui confier qu'elle essaie d'apprendre à manier l'épée depuis quelques jours, tout en lui demandant de ne pas en parler à Kunon pour le moment. Aiko est surprise, car il est rare qu'une princesse apprenne le combat à l'épée, mais elle accepte de garder le secret. Mirika se prépare rapidement, saisit son épée en bois et entre dans l'arène pour affronter Dario. Ils commencent à s'entraîner à l'escrime, et il est évident que Mirika a commencé récemment. Cependant, elle progresse vite, car elle veut devenir assez forte pour être à la hauteur de Kunon. Elle sait qu'il porte la cicatrice du héros, ce qui signifie qu'il deviendra extrêmement célèbre, et elle souhaite donc égaler sa renommée par ses propres compétences et talents, afin qu'aux yeux de tous, ils soient considérés comme des égaux. Pendant ce temps, dans la pièce à l'étage, Kunon continue de déchiffrer les lettres inscrites sur les vieux parchemins. Il se retrouve souvent bloqué, car l'écriture est tout simplement atroce, rendant difficile de distinguer ce qui est une lettre de ce qui ressemble à un schéma. Alors qu'il lutte sur l'un des mémos, Zéo se réveille finalement de sa sieste, visiblement pleinement reposé. Il tourne son attention vers Kunon et lui demande où il en est dans son travail. Kunon répond qu'il a presque atteint la moitié. Mais au lieu de le féliciter, Zéo commence à le provoquer, affirmant que même une personne aveugle travaillerait plus vite que lui. Kunon réplique aussitôt en disant que n'importe qui deviendrait aveugle en essayant de lire son écriture. Il ajoute que même un ver de terre couvert de boue et de saleté, écrasé sur une feuille, aurait une écriture plus lisible que la sienne. Zéo lui répond de ne pas comparer son œuvre magistrale à un vulgaire ver de terre, mais Kunon se contente de lui dire qu'il lui enverra une facture pour tout le travail qu'il est en train de lui faire faire. Zéo lui ordonne de ne pas devenir trop malin, puisqu'il est en plein entraînement à cet instant même. Kunon paraît surpris, mais Zéo lui explique que ce que l'on lit dans un livre est enregistré comme une simple information, vouée à être oubliée tôt ou tard. En revanche, ce que le cerveau doit interpréter, puis que les mains retranscrivent, s'ancre profondément dans l'esprit et devient un savoir gravé, difficile à effacer. Kunon comprend enfin la leçon du cire appliqué, cire retiré, et le remercie pour cet enseignement. Bientôt, le soir arrive, et Zéo se prépare à repartir une fois de plus. Il demande à Kunon de terminer tout le travail restant avant sa prochaine venue. Mais juste avant qu'il ne parte, Kunon l'arrête et lui demande ce que représentaient les étranges figures ressemblant à des diagrammes sur l'un des mémos, qui semblaient être un sort. Zéo y réfléchit un instant, puis réalise qu'il serait plus simple de montrer que d'expliquer. Il lui dit donc de venir le voir dans la capitale la prochaine fois, et qu'il lui montrera alors de quoi il s'agit. Kunon s'enthousiasme aussitôt, puis se tourne immédiatement vers la princesse pour lui dire qu'il la reverra très bientôt. Dès le lendemain, il retourne dans la capitale et se prépare à entrer de nouveau dans la tour noire, lorsqu'il se retrouve encerclé par les mages royaux, ravis de le revoir et qui commencent à lui poser toutes sortes de questions. Avant même qu'il ne puisse répondre, Zéo arrive et ordonne à Kunon de le suivre à l'intérieur. Ray demande alors à Zéo pourquoi diable il emmène Kunon avec lui et, horrifié, lui demande s'il compte l'emmener dans la salle des démons. Zéo ne prend même pas la peine de s'expliquer et demande simplement à Kunon de créer le lit d'eau. Celui-ci fonctionne parfaitement et, en un rien de temps, tous les étudiants curieux s'endorment. Ils reprennent ensuite leur marche vers le haut de la tour. En chemin, Zéo demande à Kunon s'il sait ce que sont les armes magiques.
Kunon répond que les armes magiques sont des armes spéciales capables de canaliser la magie de leur utilisateur. Zeo acquiesce et explique qu'il existe des mages spécialisés dont le seul rôle est de créer des armes magiques pour les mages royaux. Sur ces mots, il ouvre la porte de son bureau, révélant une pièce entièrement couverte de poussière et remplie de parchemins. Kunon est émerveillé et excité. Il commence aussitôt à parcourir les parchemins avec avidité, découvrant sort après sort, tous inconnus pour lui jusque-là. En feuilletant une liasse, il tombe sur un livre de magie spéciale, accessible uniquement à un petit nombre de mages royaux, et affirme qu'il compte user du népotisme pour obtenir le droit de le consulter. Il se tourne vers Zeo, les yeux brillants, et déclare qu'il veut vivre ici pour toujours. Zeo se retourne et lui répond qu'il n'a pas besoin de vivre ici, et qu'un jour, s'il le souhaite, tout cela pourra lui appartenir. Puis, il reporte son attention sur une boîte posée devant lui, expliquant qu'il travaille depuis plusieurs mois sur un outil magique très spécial. Le schéma que Kunon avait vu la veille était en réalité une illustration de cet outil. Kunon s'approche et ouvre la boîte, pour la trouver vide. Déconcerté, il demande à Zeo à quoi sert exactement cet objet. Zeo lui répond qu'il tente de créer un dispositif capable d'obtenir tout ce qu'il désire sans avoir à bouger. Par exemple, s'il voulait une pomme, Kunon affirme qu'il adorerait posséder un appareil pareil, surtout s'il pouvait lui préparer des pancakes. Zeo lui répond qu'avec l'aide de la magie de l'eau de Kunon, il peut enfin entamer la phase de test du produit et le lancer sur le marché. Zeo explique que sa magie de la terre peut s'occuper de la coque extérieure, tandis que la magie de l'eau de Kunon sera parfaite pour gérer les mécanismes internes complexes de l'appareil. Kunon réalise alors que ce dispositif pourrait réellement rencontrer un immense succès et accepte de travailler aux côtés de Zeo. Peu après, ils descendent déjeuner, et c'est à ce moment-là que le directeur des mages parle à Kunon de l'école de sorcellerie et de magie, où des mages du monde entier se rendent pour étudier. Kunon n'en avait jamais entendu parler et s'enthousiasme à cette idée. Zeo lui dit de ne pas trop y penser pour le moment, car seuls les mages âgés de plus de 12 ans peuvent s'y inscrire. Or, Kunon n'a que 10 ans. Il ne peut donc rien faire pour l'instant. 2 années passent depuis ce jour. Finalement, Zeo décide de tester Kunon sur tout ce qu'il a appris au cours de ces 2 années. Ils prennent position devant Mirika et les autres, et Kunon se prépare, concentrant sa magie de l'eau pour se défendre contre tout ce que Zeo pourrait lui lancer. Zeo sourit, crée une série de pics à l'aide de sa magie de la terre et les projette vers Kunon. Ce dernier est alors contraint d'utiliser une magie composée, formant une multitude de gouttes d'eau qui absorbent l'impact, puis se retourne en un véritable tsunami dirigé vers Zeo, s'écrasant à ses pieds. Zeo sourit et déclare que Kunon a réussi l'épreuve. Kunon est fou de joie en l'entendant. Il retourne ensuite à l'intérieur, où Aiko apporte un pot magique capable de créer une tarte toute fraîche. Grâce à la magie seule, Mirika y goûte et affirme qu'elle a le goût d'une tarte tout juste sortie du four. Kunon ajoute même que leur produit a rencontré un énorme succès sur le marché, tout en se plaignant de ne pas avoir vu la moindre pièce pour lui-même, tout l'argent allant directement dans les poches de Zeo. Plus tard, dans le bureau, Mirika regarde autour d'elle et remarque que Kunon et Zeo ont déjà collaboré à plus de 5 dispositifs magiques couronnés de succès. Kunon affirme qu'un autre est déjà en cours de développement et qu'ils ont également publié 5 nouvelles théories magiques dans leur tout nouveau manuel de magie. Zeo se tourne alors vers lui et lui dit qu'il n'a plus à s'inquiéter du dispositif magique qu'il développait, lui rappelant qu'il aura 12 ans ce printemps et qu'il doit désormais se préparer à entrer. Au début, Kunon refuse de partir, convaincu que Zeo est le seul professeur dont il ait besoin. Mais Zeo lui explique qu'il est un utilisateur de la magie de la terre et qu'il ne peut pas lui enseigner grand-chose en matière de magie de l'eau. De plus, le monde est immense, et l'école de magie regorge de mages de l'eau extraordinairement puissants. Kunon n'a toujours pas vraiment envie de s'en aller, mais Mirika lui donne l'impulsion finale. Elle lui dit qu'il doit partir et devenir un grand sorcier, et lui promet qu'elle travaillera elle aussi sur elle-même afin de devenir une femme accomplie lorsqu'ils se reverront. Plus tard dans la soirée, après avoir fait ses adieux définitifs à Zeo, Kunon retourne dans son bureau. Il repense alors aux dernières années et réalise qu'à force de s'être habitué à ne pas utiliser ses yeux et à tout percevoir par les sens, il a fini par oublier son ambition la plus chère, créer une véritable paire d'yeux fonctionnelle pour lui-même.
Il comprend que la seule manière d'y parvenir est de devenir plus fort et meilleur en tant que mage, et que cela ne pourra se faire qu'en étant formé par un véritable mage de l'eau. Plusieurs jours passent, tandis qu'il est entraîné par une obsession grandissante, trouver un moyen de créer correctement des yeux fonctionnels. Après de nombreux essais et erreurs, un beau matin, il y parvient enfin. Il réalise qu'il réfléchissait trop et cherchait des solutions trop complexes, alors que la réponse était en réalité très simple. Il lui suffit de créer un miroir capable de refléter le monde et de transmettre cette image à son cerveau, afin qu'il puisse comprendre ce qu'il voit. Avec cette idée en tête, il se met immédiatement au travail, et peu de temps après, il ouvre les yeux pour la toute première fois de sa vie et découvre la vue qui s'étend devant lui. Des larmes coulent de ses yeux, une autre première pour lui. Il marche dans la pièce, observe les livres, puis s'approche d'une fenêtre pour voir son reflet. Lorsqu'il aperçoit soudain un gigantesque monstre. Bonjour à tous. Malheureusement, il y a actuellement un problème avec cette chaîne YouTube. L'image devant vous montre le problème auquel je suis confronté en ce moment. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner » sur cette chaîne. Ensuite, 2 chaînes vous seront affichées, l'ancienne chaîne et la nouvelle chaîne. Abonnez-vous à la nouvelle chaîne et le processus sera terminé avec succès. Dès que ce problème sera résolu, je reviendrai sur cette chaîne. Pour que vous ne manquiez pas mes vidéos, j'ai créé une nouvelle chaîne. Veuillez vous abonner à ma nouvelle chaîne pour continuer à voir toutes les prochaines vidéos comme d'habitude. Le contenu restera le même meilleur et plus régulier. Merci beaucoup pour votre soutien. Votre soutien signifie vraiment beaucoup pour moi. À sa grande surprise, le crabe se contenta de rester immobile. Un peu plus tard, Kounon comprit que cette chose n'était en réalité pas une menace pour lui. Il se retourna vers son invention et utilisa sa magie pour créer un miroir devant lui. Depuis qu'il avait décidé d'apprendre la magie, il s'était fait le serment qu'après avoir réussi à se créer une nouvelle paire d'yeux, il regarderait longuement la personne qu'il détestait le plus, lui-même. Il se rappela toutes les fois où ses parents et les domestiques avaient dû se donner du mal pour s'assurer qu'il n'ait pas à affronter cela. Une fois le miroir formé, il ouvrit enfin les yeux et s'observa attentivement. Il remarqua qu'il ne semblait pas très grand et qu'il n'avait pas la moindre barbe, mais c'était peut-être parce qu'il n'était encore qu'un enfant. Il se tourna ensuite de nouveau vers le crabe et tenta d'engager la conversation. Mais le crustacé resta aussi muet qu'avant, fixant le vide sans bouger le moindre muscle. Kounon appela Iko, qui arriva sans perdre une seconde, mais elle ne jeta même pas un regard au crabe et continua à parler avec lui, lui demandant s'il voulait quelque chose. Soudain, elle remarqua une étrange sphère magique flottant près de lui, ainsi que le fait que ses yeux étaient ouverts au lieu d'être fermés. Remplie de joie, elle lui demanda immédiatement s'il avait réussi à créer une paire d'yeux fonctionnels. Kounon sourit et hocha la tête, ce qui poussa Iko à se jeter sur lui pour le féliciter, mais ce faisant, elle projeta la sphère magique en l'air, ce qui donna le tournis à Kounon. Elle affirma qu'il devait prévenir son père immédiatement et déclara qu'elle allait préparer un festin aujourd'hui en son honneur. Kounon regarda de nouveau le crabe, qui le fixait toujours d'un air vide, tandis qu'il se demandait s'il ne devrait pas simplement demander à Iko de le cuisiner et de le servir pour le dîner. Il reporta ensuite son regard sur Iko et remarqua qu'elle semblait avoir une corne sur la tête. Il lui demanda sérieusement si elle en avait une, mais Iko répondit en plaisantant qu'elle n'avait une corne que lorsqu'elle était en colère et qu'elle disparaissait lorsqu'elle était heureuse. Kounon ne sut qu'en penser, mais se dit intérieurement que, pour une raison quelconque, il ne s'était jamais représenté Iko avec une corne sur la tête. Il réalisa alors qu'il devait continuer à s'entraîner à ces techniques d'approche détachée s'il voulait devenir un séducteur, et il se mit aussitôt à flirter avec elle. Iko ne sait pas vraiment quoi répondre à cela, alors ils sortent simplement dehors. C'est la première fois que Kounon peut voir le monde extérieur de ses propres yeux, et il reste là, debout dans le champ, contemplant un paysage magnifique fait de prairies verdoyantes, de montagnes lointaines et d'un château au milieu. Étonnamment, cependant, il ne voit pas ce qu'une personne normale verrait. Au lieu de cela, toutes les couleurs lui apparaissent inversées, comme si elles n'étaient pas correctement calibrées dans les réglages. Le soleil lui semble noir, le ciel bleu éclatant prend une teinte violette terne, et l'herbe devient d'un bleu pâle presque mortuaire. Même Kounon sent que quelque chose cloche, car aucun livre ne mentionne un soleil noir ni un ciel aussi violet. Iko arrive par derrière, l'aide à enfiler une cape pour le protéger du froid
et lui dit qu'il devrait se rendre au manoir de ses parents pour leur annoncer la bonne nouvelle. Kunon décide enfin de poser la question qui le tracasse depuis un moment et lui demande si elle peut voir le crabe géant qui se tient derrière lui. Iko pense qu'il invente simplement une histoire imaginaire et lui dit de la rendre vraiment cool dans son récit. Kunon comprend qu'il est plutôt inutile de parler de cela avec cette femme. Alors, il continue de marcher à travers les prairies, accompagné du crabe, en direction du manoir de son père. Il sait que l'expérience a été un immense succès, puisqu'il peut désormais tout voir. Mais quelque chose le ronge intérieurement. Il a l'impression qu'une erreur s'est produite durant l'expérience et qu'il ne devrait pas voir certaines des choses qu'il voit. Une fois au manoir, il voit enfin littéralement son frère, au lieu de seulement l'imaginer comme auparavant, ce qui réjouira sûrement de nombreux commentateurs qui avaient un problème personnel avec mon écriture auparavant. Sa mère et son frère sont tous deux ravis d'apprendre qu'il peut enfin voir, et sa mère se met à pleurer en le regardant avec un sourire, tandis que son frère le félicite d'avoir accompli quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant. Kunon, cependant, n'arrive pas vraiment à se concentrer sur toutes ces absurdités, car il voit son frère avec une magnifique paire d'ailes, comme s'il revenait tout juste d'une parade de fierté, tandis que sa mère possède des yeux de couleurs différentes. Il pense qu'ils ont tous les deux un style incroyablement cool, et personne ne lui avait jamais parlé de ces détails. Il dit alors à sa mère qu'elle ressemble à une héroïne sortie d'une pièce sur une princesse. Il se tourne vers son frère et lui demande si leurs parents sont des sortes d'anges en promotion. Mais dans cette famille, il existe une étrange maladie. Personne ne répond jamais vraiment aux questions. Son frère lui répond donc qu'il n'en sait rien. Kunon se tourne ensuite vers Iko et lui demande si les gens de ce monde peuvent avoir des ailes. Iko, prenant un air de professeur d'anglais, essayant désespérément de trouver un sens à quelque chose comme 6-7, lui affirme que tout le monde naît avec des ailes et que lui aussi vient simplement de déployer les siennes. En atteignant enfin son plein potentiel, Kunon réalise qu'il est entouré d'idiots. Il décide alors que le crabe, la corne, les yeux étranges et les plumes sont sans importance et que lui seul peut les voir, ce qui signifie qu'il y a clairement quelque chose qui ne va pas. Soudain, il entend son père courir vers la pièce et se demande à quoi il va bien pouvoir ressembler. Mais, à son grand désarroi, son père ressemble à un candidat d'une émission pour enfants après un bain de slime vert. Son père le félicite joyeusement pour sa réussite et déclare qu'il enverra immédiatement une lettre à la capitale pour annoncer le succès de Kunon. Bientôt, tout le monde quitte la pièce, ne laissant derrière eux que Kunon et son frère. Kunon se dit que c'est enfin l'occasion de poser des questions et demande si leur père est habituellement aussi visqueux. Son frère lui ordonne aussitôt de se taire, car leur père se mettrait à pleurer s'il entendait autant de vérité sortir de la bouche de son propre fils. Kunon soupire puis sourit, pensant que le niveau combiné de malaise de sa maison est inférieur à celui d'une lampe cassée. Il décide qu'il posera simplement toutes ses questions directement à son professeur. Le lendemain matin, son souhait se réalise. La voiture royale venue de la capitale arrive, transportant la princesse, messire Dario et Zéo en personne. Kunon descend aussitôt pour accueillir Mirika et lui souhaite chaleureusement la bienvenue dans son manoir. Mirika est folle de joie en apprenant qu'il peut voir à nouveau et affirme qu'il a réussi ce qu'aucune autre personne n'avait pu accomplir jusqu'à présent. Kunon garde les yeux fermés, trop effrayé de regarder sa future épouse, craignant qu'elle ne soit, elle aussi, bizarrement découpée ou déformée. Mais Mirika lui demande d'ouvrir les yeux, car elle veut qu'il la voie telle qu'elle est vraiment. Kunon les ouvre lentement et la regarde. Il remarque sa posture royale, ses magnifiques cheveux blonds qui brillent au soleil comme un million de fils d'or, et son sourire à la fois doux et parfaitement maîtrisé. Et juste au moment où il se dit qu'au moins sa fiancée, elle, n'a rien d'étrange. Il remarque alors une unique plume posée au sommet de sa tête. Il pousse un soupir d'épuisement devant cette absurdité, mais Mirika croit qu'il n'a pas aimé ce qu'il a vu et commence aussitôt à douter d'elle-même. Kunon active immédiatement tout son arsenal de charme pour lui remonter le moral, la comparant à la plume d'une colombe volant librement dans le ciel. À ce moment-là, Dario sort de la voiture et affirme que cette colombe s'améliore de plus en plus à l'épée, au point d'être devenue davantage un faucon qu'une colombe. Kunon remarque alors une magnifique épée éthérée dans le dos de Dario et lui demande aussitôt ce que c'est. Mais Dario croit qu'il parle de son épée ordinaire et commence à expliquer d'où vient l'acier, comment il l'a vu un jour et forgé dans le feu.
Kunon comprend alors que cette épée éthérée n'existe pas vraiment et que ses yeux lui jouent des tours. Soudain, il entend la voix de Zéo derrière lui et lève les yeux. Il voit alors une lumière dorée émaner de lui, si intense qu'on ne distingue plus rien à travers l'éclat. Kunon se couvre les yeux et demande si c'est bien le maître, affirmant qu'il ne voit rien à cause de la luminosité. Zéo croit qu'il le flatte simplement et répond qu'il a toujours eu une présence éclatante et rayonnante. Kunon ne sait plus comment faire comprendre à ces idiots égocentriques ce qu'il essaie réellement de dire. Il garde les yeux couverts et demande à Zéo de discuter en privé. Il réussit à l'emmener dans une pièce où il lui révèle tout ce qu'il voit réellement. Zéo éclate simplement de rire devant l'absurdité de la situation, incapable de croire que Kunon voit Mirika comme une fille avec une plume plantée sur la tête. Kunon lui demande de ne pas prendre ses problèmes à la légère. Il ne veut pas épouser Mirika alors qu'il a un crabe qui le suit partout et qu'elle possède une plume sans raison. Zéo réfléchit alors au fait que Kunon voit aussi les couleurs du monde différemment de la normale. Il en arrive à la conclusion qu'il pourrait y avoir deux possibilités. La première étant que Kunon soit capable de voir la forme de l'âme des gens, ce qui signifierait que le crabe serait la représentation de sa propre âme. Et la seconde possibilité serait qu'il souffre d'un grave cas de maladie magique, ce qui provoquerait chez lui des hallucinations visuelles. Zéo se souvient d'une fois où il traversait une forêt au champ magique extrêmement puissant. Il était tombé malade, comme s'il avait bu bien trop d'alcool, et s'était mis à voir d'étranges créatures autour de lui. Kunon reconnaît que cela y ressemble beaucoup, mais Zéo affirme qu'il ne possède pas encore assez de données pour déterminer ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. De plus, il lui explique que chaque animal perçoit le monde avec des couleurs différentes. Cela ne signifie pas que leur vision est défectueuse. Ils devraient donc considérer la sienne comme un don, rien de plus. Quand ils sortent enfin, le soleil est déjà en train de se coucher. Zéo éclate aussitôt de rire en repensant à l'image de Mirika avec une plume sur la tête. La nuit suivante, ils célèbrent tous le 12e anniversaire de Kunon, marquant le début d'un nouveau voyage dans sa vie, puisque le lendemain, il partirait pour l'Académie magique. Son père lui offre un nouveau bâton de bois, tandis que sa mère lui donne un nouvel ensemble de plumes d'écriture. Son frère lui remet un livre des meilleurs endroits où manger, devenu pour lui une sorte de guide gastronomique de référence. Plus tard dans la soirée, Mirika révèle enfin son propre cadeau, un bracelet dont elle possède l'autre exemplaire assorti. Kunon lui confie combien elle va lui manquer et promet de revenir la voir dès que possible. Tous deux se tiennent la main une dernière fois avant longtemps, sous la lumière de la lune. Le lendemain, toute sa famille se prépare à lui dire au revoir. Sa mère ne peut retenir ses larmes, mais son père lui demande de rester forte, car Kunon aura déjà assez de mal à les quitter et pourrait se mettre à pleurer devant eux. À leur grande surprise, rien de tel ne se produit. En réalité, Kunon ne les serre même pas dans ses bras. Il monte directement dans la charrette et lance simplement un « à plus » avant de partir, ajoutant qu'il reviendra peut-être dans quelques années, ou peut-être pas, qui sait. Ainsi, il s'installe confortablement aux côtés d'Iko et commence à rêver à toutes les nouvelles personnes qu'il rencontrera à l'académie, se demandant à « Bonjour à tous. Malheureusement, il y a actuellement un problème avec cette chaîne YouTube. L'image devant vous montre le problème auquel je suis confronté en ce moment. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner » sur cette chaîne. Ensuite, deux chaînes vous seront affichées, l'ancienne chaîne et la nouvelle chaîne. Abonnez-vous à la nouvelle chaîne et le processus sera terminé avec succès. Dès que ce problème sera résolu, je reviendrai sur cette chaîne. Pour que vous ne manquiez pas mes vidéos, j'ai créé une nouvelle chaîne. Veuillez vous abonner à ma nouvelle chaîne pour continuer à voir toutes les prochaines vidéos comme d'habitude. Le contenu restera le même meilleur et plus régulier. Merci beaucoup pour votre soutien. Votre soutien signifie vraiment beaucoup pour moi. Kunon et Iko poursuivent leur voyage pendant 5 jours. Au bout de ce temps, Iko commence à s'ennuyer et lui demande combien de temps il leur faudra encore pour atteindre l'académie. Kunon lui révèle que l'établissement est très éloigné. Le mieux est donc d'arrondir et de compter environ 1 mois de trajet avant d'y parvenir. Il sait qu'Iko a déjà décidé qu'elle ne l'accompagnerait pas jusqu'à l'académie, mais il lui demande tout de même si elle est certaine de son choix. Iko répond qu'elle a atteint l'âge de se marier depuis un moment déjà et qu'elle souhaite désormais se marier et se poser afin de commencer véritablement sa vie. Elle affirme que si elle continue de voyager avec lui, elle deviendra trop âgée pour trouver un bon parti.
Selon elle, c'est maintenant ou jamais. Si elle abandonne cette chance, ce sera comme renoncer à l'idée même d'avoir une vie. Kunon tente alors de la faire culpabiliser en lui demandant si elle pense qu'il pourrait vivre sans elle. Iko réplique aussitôt que si c'était vraiment le cas, accepterait-il de laisser tomber la princesse Myria pour l'épouser à sa place? Kunon se tait immédiatement, conscient qu'il n'a aucune réponse à donner. Il détourne le regard vers la fenêtre et aperçoit enfin le manoir de son grand-père se dresser au loin. Ils arrivent finalement devant la demeure, et Kunon essaie de se souvenir de la dernière fois qu'il est venu ici. Iko, elle, s'en rappelle parfaitement. Il y a environ 4 ans, Kunon avait forcé toute sa famille à faire le voyage, après avoir appris que son grand-père possédait une immense bibliothèque remplie de livres de magie. À cette époque, il faisait tout son possible pour apprendre la magie par n'importe quel moyen, au point de contraindre sa famille à l'accompagner. Il avait même exécuté une danse ridicule façon TikTok jusqu'à ce qu'il accepte. Kunon sourit lorsque la porte derrière lui s'ouvre et que son grand-père apparaît, les bras grands ouverts, déclarant qu'il lui a énormément manqué. Kunon répond avec la même énergie, se précipite vers lui et tous deux s'enlacent chaleureusement. Pourtant, Kunon voit toujours des choses étranges. À ses yeux, son grand-père porte une multitude de cornes démoniaques sur la tête. Son grand-père annonce alors que, pour célébrer son admission à l'Académie magique, il lui achètera tout ce qu'il voudra comme cadeau. Iko tente immédiatement d'interrompre le vieil homme et s'éclaircit la gorge avant d'annoncer que, avant toute chose, la mère de Kuno voulait qu'il lise la lettre qu'elle lui a envoyée. Cependant, le grand-père de Kunon ne semble absolument pas l'entendre et continue de demander à Kuno s'il voudrait des bijoux, allant même jusqu'à appeler un joaillier. Iko l'interrompt de nouveau, lui répétant qu'il devrait d'abord lire la lettre de sa fille. Cette fois, il accepte et emporte la lettre dans son bureau. Il sort ses lunettes de lecture et, dès qu'il commence à lire, il se met aussitôt de mauvaise humeur. Sa fille connaît trop bien ses habitudes dépensières et a fixé une limite stricte à la somme qu'il peut dépenser pour Kuno, précisant que cela ne doit pas dépasser 10 000 $. Il s'indigne aussitôt, affirmant que 10 000 $ ne représentent rien dans cette économie. Mais Kuno lui rappelle calmement qu'il n'a que 12 ans, et Iko ajoute que 10 000 correspondent à 3 mois de son salaire. Malgré cela, le grand-père reste déterminé à lui offrir quelque chose d'important et souffle à Kunon que ce ne serait pas un problème s'il n'en parlait pas à sa mère. Kunon répond alors que ce qu'il veut vraiment pour le moment, c'est une autre domestique, puisque Iko ne l'accompagnera plus après cette étape. Son grand-père fait alors venir la nouvelle servante, Riko, la petite sœur d'Iko, qui possède elle aussi une corne sur la tête. Elle salue chaleureusement Kunon et explique qu'elle a accepté ce travail parce que sa sœur le lui a recommandé et que le salaire n'était pas mauvais. Elle ajoute qu'elle économise pour son mariage et qu'elle a déjà un fiancé, précisant donc qu'elle n'est ouverte à aucun service à fin heureuse. Kunon lui dit de ne pas s'inquiéter, puisqu'il a lui-même une magnifique fiancée, et qu'ils devraient tous deux chérir les personnes qu'ils aiment plus que tout. Riko acquiesce et raconte qu'elle et son fiancé comptent ouvrir une boutique à l'avenir, raison pour laquelle elle met aussi de l'argent de côté. Un peu plus tard, les domestiques commencent à préparer la table pour le dîner. Riko confie qu'elle s'attendait à rencontrer un enfant gâté et arrogant, puisqu'il était censé porter la cicatrice du héros, mais que Kunon lui paraît en réalité plutôt détendu. Iko explique que Kunon ne se soucie presque que de sa magie, et qu'il lui arrive souvent d'oublier de manger, si bien qu'elle devrait prévoir des sandwichs pour qu'il puisse grignoter tout en travaillant. Ce commentaire rappelle à Iko tout ce qu'elle a traversé à ses côtés. Car, à l'origine, le père de Kunon l'avait engagée spécialement. Elle était un peu confuse au début, mais très vite elle avait commencé à réellement tenir à lui, traversant à ses côtés d'innombrables hauts et bas. Elle se souvenait encore de la première fois où Kunon avait enfilé son uniforme pour aller à l'école et de la première fois où il avait réussi à la voir de ses propres yeux. Ce souvenir la rendit mélancolique. Elle se tourna vers Riko et lui expliqua que, malgré sa réputation, Kunon restait un enfant, ce qui signifiait qu'il faisait facilement confiance aux autres. Par conséquent, ce serait désormais à elle de veiller à ce qu'il soit protégé de tout danger, quelle qu'en soit la forme. Riko affirma que Kunon avait une personnalité charmante et savait complimenter les femmes, ce qui ferait certainement de lui la cible idéale pour toutes les filles de l'académie. Selon elle, il y avait donc de fortes chances qu'il devienne un véritable coureur de jupons. Iko ne supporta même pas d'imaginer une telle chose
et ordonna à sa sœur de se taire, déclarant que Kunon était un ange et qu'il ne ferait jamais rien de ce genre. Le lendemain matin, Kunon boucla ses bagages et se prépara à partir lorsqu'Iko entra dans sa chambre pour lui annoncer que sa voiture était prête. Il la remercia pour tout ce qu'elle avait fait pour lui jusqu'à présent, affirmant qu'il ne serait jamais devenu l'homme qu'il était aujourd'hui sans elle. Il ajouta qu'il s'écoulerait sans doute quelques années avant qu'ils ne se revoient, mais Iko lui répondit de ne pas s'inquiéter, elle l'attendrait, et d'ici là, elle serait probablement mariée, peut-être même avec un enfant. Ils s'enlacèrent, puis Kunon monta dans la voiture aux côtés de Riko. Son grand-père le supplia de rester et de vivre secrètement avec lui, mais Kunon n'en tint pas compte et donna le signal du départ, laissant derrière lui son grand-père et Iko. Kunon se tourna alors vers Riko et lui demanda si cela ne la dérangeait pas de laisser son fiancé derrière elle, puisqu'il faudrait plusieurs années avant qu'elle ne puisse le revoir. Mais Riko répondit que cela ne posait aucun problème, car elle en avait discuté avec lui. Puisqu'il s'agissait de réunir l'argent nécessaire pour l'entreprise qu'il comptait ouvrir, cet éloignement était nécessaire. Kunon lui demanda quel genre de commerce il prévoyait et Riko expliqua qu'ils avaient décidé d'ouvrir un restaurant puisqu'elle aimait cuisiner. Elle ajouta en plaisantant que, si jamais leur établissement marchait mal, il pourrait peut-être passer dans Kitchen Nightmare et avoir la chance de se faire traiter de beignet par Gordon Ramsay en personne. Jour après jour, ils se rapprochaient de leur destination. Lorsqu'ils entrèrent enfin dans le royaume de Durashik, réputé pour sa magie, ils commencèrent à parcourir les rues et Riko remarqua bien vite que toute la ville semblait tourner autour du thème magique. En passant devant une boutique, Kunon aperçut une série de livres de magie à l'allure fascinante et décida d'entrer pour y jeter un œil. Il resta stupéfait devant la variété d'ouvrages exposés. Riko lui demanda ce qu'ils avaient de si spécial. Kunon expliqua que son grand-père possédait une bibliothèque contenant des milliers de livres et qu'il les avait déjà tous lus. Cependant, il y avait très peu d'ouvrages consacrés à la magie. Ici, en revanche, la boutique était entièrement dédiée à des grimoires magiques et chacun d'eux semblait incroyablement rare. Riko lui demanda alors s'il comptait en acheter un, mais Kunon répondit qu'il faudrait dépenser une somme astronomique pour cela. Curieuse, Riko regarda le prix d'un seul livre et resta sous le choc en voyant qu'un unique volume pouvait coûter jusqu'à 5 millions de dollars. Elle déclara qu'elle ne gagnerait jamais une telle somme, même en plusieurs vies, et qu'avec seulement le quart de cet argent, elle pourrait déjà ouvrir son restaurant ainsi que plusieurs succursales. Kunon expliqua que ces livres étaient uniques en leur genre, ce qui expliquait leur prix exorbitant. Mais avant qu'ils ne quittent la boutique, une femme à lunettes s'approcha d'eux et demanda à Kunon s'il était magicien et s'il étudiait à l'Académie magique. Kunon lui sourit et répondit qu'il n'était pour l'instant qu'un candidat. La femme, très intriguée, lui demanda alors de lui montrer quel genre de magie il pouvait utiliser. Sans hésiter, Kunon décida de la charmer et créa, grâce à sa magie, un petit chat miniature. L'effet fut immédiat. Elle se mit aussitôt à le cajoler, affirmant que c'était l'une des choses les plus adorables qu'elle ait jamais vues. Kunon lui demanda si elle était elle aussi magicienne, mais elle répondit qu'elle n'était pas assez douée pour cela. Elle aimait simplement la magie, raison pour laquelle elle avait choisi de travailler dans ce domaine. Elle ajouta que Durashik allait être particulièrement animée cette année, car la Sainte Venue du Royaume Sacré s'inscrivait elle aussi à l'Académie. Puis, elle sortit un livre en affirmant qu'il s'agissait d'un premier tirage écrit par le plus célèbre sorcier, Zéo, et qu'elle était prête à le lui céder avec une réduction exceptionnelle. Kunon refusa pourtant l'offre et quitta la boutique avec Riko. Elle lui demanda alors pourquoi il avait décliné une... Mais Kunon répondit que ce livre était très probablement un exemplaire qu'il avait lui-même recopié autrefois lorsqu'il travaillait avec Zéo. Plus tard, ils entrèrent dans une autre boutique qui vendait toutes sortes de vêtements. Riko se mit à essayer différentes tenues, tandis que Kunon touchait les tissus autour de lui avec curiosité. Il demanda au commerçant de quel animal provenait cette fourrure, et celui-ci répondit qu'elle venait d'un renard sombre. Kunon réfléchit un instant, puis créa un renard sombre juste devant lui. Le vendeur resta stupéfait. L'animal semblait absolument réel au toucher, ce qui le déstabilisa complètement. Kunon expliqua alors qu'il pouvait créer n'importe quoi, du moment qu'il savait quelle sensation cela procurait. Le commerçant, intrigué, se mit à réfléchir, puis demanda s'il pouvait lui créer une femme.
Rico entra aussitôt dans une colère noire, traita le vendeur d'obsédé et lui lança de garder ses idées déplacées pour lui, avant de quitter la boutique en l'insultant. Ils quittèrent ensuite cette petite ville et prirent la route vers la capitale de Derryshek, où ils arrivèrent enfin après quelques jours. Là, ils furent immédiatement accueillis par une immense académie magique, bien plus grande que ce que Kounon avait imaginé. Rico demanda comment ils allaient se loger. Kounon la rassura, affirmant qu'ils obtiendraient un dortoir où elle pourrait rester avec lui. Mais une fois à l'intérieur, leurs espoirs furent brisés. La réceptionniste leur annonça que tous les dortoirs étaient déjà complets et que, s'il en voulait un, il aurait dû faire la demande bien plus tôt. Ne sachant que faire, ils sortirent de l'académie et Rico demanda s'ils ne devraient pas prendre une chambre d'hôtel. Kounon répondit qu'ils allaient rester ici plusieurs années et que vivre à l'hôtel coûterait beaucoup trop cher. Il se demanda alors s'ils ne devraient pas simplement louer une chambre, quand la réceptionniste les rattrapa et leur tendit des prospectus d'agents immobiliers proposant des logements dans les environs. Les yeux de Kounon s'illuminèrent aussitôt à l'idée de louer une maison rien que pour eux deux et de vivre de façon indépendante, comme il le faisait autrefois dans son propre pays. Ce jour-là même, ils réussirent à trouver une belle maison proche de l'académie. Le lendemain matin, ils retournèrent à l'académie pour l'examen d'entrée, mais la réceptionniste expliqua à Rico qu'elle ne pouvait pas entrer, car seuls les étudiants et le personnel étaient autorisés à passer ce point. Rico tenta de la soudoyer, mais cela ne fonctionna pas. Elle resta donc dehors pendant que la réceptionniste, prénommée Lou, conduisait Kounon à l'intérieur, le long d'un couloir, puis jusqu'à un terrain herbeux où il découvrit 3 autres personnes déjà présentes pour leur évaluation. Kounon crée son œil magique afin d'observer les autres candidats, et chacun possède des caractéristiques cachées intéressantes, mais Kounon s'intéresse particulièrement à la fille là-bas car elle semble spéciale. Il s'approche d'elle et lui demande si elle est par hasard la sainte du royaume sacré, ce qu'elle confirme, bien qu'elle soit confuse de voir Kounon lui parler alors qu'ils ne se sont jamais rencontrés. Kounon explique qu'il voulait simplement discuter avec elle parce qu'elle est la première mage de l'élément lumière qu'il voit en vrai, et qu'il souhaite apprendre autant que possible à ce sujet. La sainte ne pense pas que cela serve à quoi que ce soit d'accéder à sa demande, car elle croit que la magie de lumière est supérieure à toutes les autres formes de magie, et qu'en tant que mage d'eau, il n'a rien à apprendre d'elle. Cependant, après avoir dit cela, les autres la regardent avec confusion, puisqu'il n'existe aucune hiérarchie entre les différents types de magie. La sainte réalise qu'elle s'est peut-être trompée et s'excuse, expliquant qu'elle ne faisait que répéter ce qu'on lui avait enseigné au temple. Puis, profitant d'avoir leur attention, elle s'excuse d'avance auprès de tout le monde, car on lui a dit qu'elle manquait de nombreuses émotions qu'une personne normale posséderait. Ainsi, même si elle parle simplement comme elle en a l'habitude, elle risque d'offenser les autres sans le vouloir. Elle explique que ce manque d'émotion est dû à l'effet de la cicatrice du héros qu'elle a hérité, et en entendant cela, Kounon s'enthousiasme, car cela signifie que lui et la sainte pourraient devenir les meilleurs amis handicapés. La sainte n'a toujours aucune idée de ce dont il parle, mais à ce moment-là, le professeur responsable de l'examen d'entrée arrive et demande à tout le monde de se préparer pour commencer. Kounon jette un regard au professeur Soph et comprend immédiatement que cet homme est très puissant. Séphie est forte elle aussi, mais sa particularité paraît un peu décevante, puisqu'elle a simplement une multitude de rats à ses pieds. Après s'être présentés, Soph et Séphie félicitent tous les 4 pour leur admission à l'école de magie d'Irashik, ce qui choque les élèves puisqu'ils n'ont encore rien fait. Soph explique que dans cette école, on est pratiquement assuré d'être admis tant qu'on est un sorcier. Kounon est un peu déçu, car il a étudié très dur pour être sûr de réussir le test. Mais Soph l'informe qu'ils passeront quand même une épreuve, donc ces efforts n'auront pas été complètement inutiles. Le premier niveau est appelé fondamentaux, où les mages peuvent apprendre les bases de la magie s'ils débutent. Le deuxième niveau s'appelle assistance du professeur, ce qui correspond en réalité à des cours de magie classique, tandis que le troisième niveau est nommé recherche indépendante. Cela signifie simplement que les compétences magiques de l'élève sont déjà si avancées qu'il est libre de faire ce qu'il veut, tant qu'il ne commet aucun crime. Kounon est ravi en entendant cela, car l'idée de pouvoir mener des recherches indépendantes lui paraît fantastique. Mais Soph ajoute que la classe avancée n'est destinée qu'aux mages de tout premier rang,
si bien qu'y entrer et en sortir diplômé ne sera pas facile. Kunon s'enthousiasme encore davantage, impatient de découvrir quel genre d'épreuve on va lui faire passer, mais son optimisme semble étrangement agacer ses filles. La première partie de leur évaluation est une épreuve pratique. Soph demande donc à chacun de s'avancer à tour de rôle et d'annoncer le type de son blason, son rang, ainsi que le nombre de sorts qu'il peut lancer. Le premier est Hank. Il se présente et informe tout le monde qu'il possède un blason de feu 2 étoiles et qu'il peut lancer 7 sorts. Soph lui demande alors de montrer son sort le plus puissant, et Hank lance Chemin de feu. Kunon est impressionné. Ce sort de feu est peut-être basique, mais sa particularité est qu'il suit une trajectoire tracée par Hank grâce à son énergie magique, ce qui lui donne des applications presque infinies. Lorsqu'il termine, une spirale brûlée est gravée dans l'herbe, et Soph lui dit qu'il s'en est bien sorti avant d'appeler le candidat suivant. Le garçon s'appelle Rhea et annonce qu'il possède un blason de vent 2 étoiles. Il précise aussi qu'il peut utiliser 8 sorts. Soph est impressionné, et au fond il l'encourage discrètement, puisqu'il possède lui-même un blason de vent, mais son évaluation dépendra malgré tout de sa maîtrise réelle. Rhea s'apprête à lancer son meilleur sort, mais avant cela, il prévient tout le monde de garder leur distance, car sa magie est un peu destructrice. Tous reculent, et Rhea lève alors sa baguette vers le ciel, accumulant une grande quantité de magie avant de projeter une énorme rafale de vent vers le sol. Le sort qu'il vient d'utiliser est une magie intermédiaire, qui consiste à puiser l'énergie magique du ciel pour créer un puissant souffle, ce que Kunon trouve extrêmement impressionnant. La candidate suivante est la Sainte. Elle annonce qu'elle possède un blason de lumière 3 étoiles et qu'elle peut utiliser au maximum 5 sorts. Son meilleur sort est une magie de guérison, mais comme personne n'est blessé pour l'instant, elle décide d'utiliser son deuxième meilleur sort, une attaque magique sous forme de rayon de lumière. Kunon est stupéfait, car une attaque de lumière comme celle-là est pratiquement impossible à esquiver, à moins d'éviter le sort avant même qu'elle ne l'incante. Il brûle d'envie de voir de quoi d'autre la lumière de Reyes est capable, mais c'est déjà à son tour de passer. Kunon s'avance et annonce à tout le monde qu'il possède un blason d'eau 2 étoiles, mais qu'il ne peut utiliser que 2 sorts, la boule d'eau et le sort de bulle. Saf est surpris en entendant cela, surtout qu'on lui avait demandé de rendre l'épreuve de Kunon particulièrement difficile. Kunon ne comprend pas de quoi il parle. Alors, Saf explique qu'il a reçu 2 lettres de recommandation pour lui, l'une du grand mage d'Ilia et l'autre de Zéo. À ces mots, tous les autres élèves dressent l'oreille, car ils ignoraient totalement que Kunon était lié à un mage aussi célèbre. Kunon s'étonne qu'ils connaissent tous Zéo, mais Saf lui apprend que pratiquement tous les mages du milieu éducatif savent de qui il est. Et justement, Sephi entretient un passé assez mouvementé avec Zéo, ce qui explique son hostilité envers Kunon, puisqu'il est son élève. Quoi qu'il en soit, puisque c'est Zéo qui a demandé qu'on augmente la difficulté du test, Kunon déclare que cela ne lui pose aucun problème. Saf commence donc l'épreuve. Il lance une barrière de vent autour de lui et explique à Kunon qu'il doit trouver un moyen de le vaincre dans ces conditions. Les autres pensent que c'est un défi impossible, puisque Kunon ne maîtrise que de la magie d'eau élémentaire, et que les sorts d'eau sont facilement repoussés par la magie du vent. Il devrait donc être incapable d'atteindre Saf ainsi. Cependant, Kunon regarde simplement Saf avec déception, car il s'attendait à une épreuve plus difficile. Saf trouve la confiance de Kunon intéressante, mais il lui dit de terminer le test avant de se plaindre de sa facilité, à moins qu'il ne bluffe. Kunon ne peut pas se permettre de perdre de son aura devant Reyes, puisqu'il essaie encore de devenir son ami. Il accepte donc le défi et commence par créer des dizaines de bulles tout autour de Saf. Saf est impressionné qu'il ait pu en produire autant, mais il pense que cela ne sert à rien. Des bulles comme celle-ci ne pourront jamais traverser sa barrière. Cependant, Kunon n'en avait pas encore fini. Il continua d'augmenter le nombre de bulles, les teintant de rouge tout en les faisant tournoyer autour de la barrière de Soft. Désormais, si Soft dissipait sa protection, il serait aussitôt emporté par ce tourbillon de bulles. Malgré cela, il ne pensait toujours pas que ce soit suffisant et dit à Kunon qu'il allait devoir élever son niveau. Kunon, lui, créa tranquillement une chaise d'eau pour s'asseoir et déclara que le combat était pratiquement terminé. Il pouvait maintenir son vortex de bulles pendant 2 jours entiers s'il le fallait, et puisqu'il n'y avait aucune limite de temps,
il était parfaitement disposé à attendre que Soft s'épuise. Après tout, un sort pareil devait consommer une grande quantité de mana. Selon ses calculs, Soft ne pourrait tenir qu'une demi-journée au maximum. Aussi vexant que ce soit pour lui, Soft dut reconnaître que Kunon avait l'avantage. Il admit sa défaite et Kunon dissipa alors son vortex. Aussitôt, il se tourna vers Reyes et recommença à lui demander de lui montrer davantage de sa magie. Une fois cette partie de l'examen terminée, Soft emmena tous les élèves dans une salle de classe. Kunon, lui, continuait d'importuner Reyes pour qu'elle lui fasse une démonstration. Il alla même jusqu'à l'inviter à sortir manger un parfait afin de piquer sa curiosité, mais elle refusa, n'ayant aucun intérêt à exhiber sa magie. Soft attira alors l'attention de tout le monde et dit à Kunon d'arrêter de flirter avec Reyes, car il était temps de passer à l'étape suivante de l'examen, et il était important qu'il ne trouble pas son état d'esprit avant l'entretien. Kunon répondit qu'il comprenait, puis Soft appela Hank comme premier candidat. Pendant l'absence de ce dernier, Kunon demanda à Soft en quoi consistaient les entretiens, mais celui-ci n'avait pas vraiment de réponse, puisque le sujet changeait selon le candidat. Il devrait donc patienter. En attendant son tour, Kunon posa quelques questions sur la magie du vent, ce à quoi Soft accepta volontiers de répondre. Une fois que tous les autres eurent été appelés, Soft demanda à Kunon ce qu'il aurait fait si l'épreuve précédente avait comporté une limite de temps. Kunon expliqua que, s'il n'avait pas pu se contenter d'attendre qu'il s'épuise, il aurait essayé de fusionner ses bulles avec la barrière de vent afin d'en prendre le contrôle. Soft lui demanda s'il pensait vraiment que c'était possible, puisqu'il n'avait jamais entendu parler d'une telle technique. Mais même si Kunon ne l'avait jamais tenté auparavant, son instinct lui disait que cela fonctionnerait, car prendre le contrôle d'un sort depuis l'intérieur devrait naturellement être plus facile que d'essayer de le maîtriser depuis l'extérieur. Il pense personnellement que la magie de l'eau est la plus polyvalente puisqu'elle est capable de pénétrer la plupart des matériaux. Mais il ne peut pas affirmer qu'elle soit la plus puissante, car il n'a pas encore découvert les détails permettant d'y parvenir. C'est maintenant le tour de l'entretien de Kunon. Alors Safi apparaît pour le conduire jusqu'à la salle d'entrevue. Mais lorsqu'il arrive devant la porte, il est un peu perplexe, car ses sens magiques ne lui permettent pas de percevoir ce qui se trouve au-delà. Il demande à Safi de lui décrire la pièce, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle se rappelle qu'il est aveugle. Elle accepte donc, et lui explique que l'intérieur ressemble un peu à la nuit. Elle lui demande s'il veut qu'elle le guide à l'intérieur puisqu'il ne peut rien voir, mais Kunon la rassure en disant qu'il ira très bien seul, puis il entre. Cela faisait longtemps que Kunon n'avait pas été véritablement aveugle, car même son œil magique ne distingue rien ici. Pourtant, un instant plus tard, son œil magique est dissipé de force, et il se retrouve entouré de 7 silhouettes. L'une d'elles commence à s'approcher de lui, en expliquant qu'elle fut autrefois la maîtresse de Shion, mais Kunon l'interrompt et lui demande de ne pas s'approcher davantage, car il a une fiancée et ne souhaite pas se rapprocher d'autres femmes. La silhouette est confuse, puisqu'on lui a dit que Kunon flirtait avec Reyes quelques minutes plus tôt. Kunon répond que ce n'était pas du flirt. Il voulait simplement en apprendre davantage sur la magie de Reyes, ce qui est totalement différent. La silhouette décide alors de changer de sujet et lui demande s'il a appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Kunon répond en parlant de tous les types de magie incroyables qu'il a vu ses camarades utiliser plus tôt dans la journée, et il prévoit déjà de trouver un moyen d'intégrer ces sorts à son propre arsenal dès qu'il rentrera chez lui. La silhouette déclare être satisfaite de sa réponse et lui annonce qu'il sera placé dans la classe avancée, ce qui rend Kunon très heureux. Elle ajoute que, s'il se débrouille bien, elle pourrait même le prendre comme élève personnel. Mais avant même qu'elle n'ait terminé sa phrase, Kunon est déjà sorti, n'ayant tout simplement pas prêté attention. Être ignoré ainsi lui pique un peu l'orgueil, mais la silhouette doit admettre que Kunon est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, car lorsqu'il est entré, il a tenté d'utiliser un sort qu'elle n'avait encore jamais vu. Et même s'il était incomplet, elle est impatiente de découvrir ce qu'il pourra encore inventer.